Bienvenue Edgar sur le podcast. Merci. Très content de te recevoir, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Écoute, je suis très content de faire cet épisode avec toi puisque c'est assez rare, je trouve, de trouver du contenu et des insights, on va dire, sur des métiers comme le tien sur Internet. Et donc, je suis ravi qu'on puisse en discuter aujourd'hui puisque Edgar, tu es auteur et scénariste pour YouTube. Tu fais aussi plein d'autres choses. En l'occurrence, sur cette activité d'auteur, tu es spécialisé dans le storytelling, plutôt dans la niche du jeu vidéo. Tu es aussi étudiant en informatique. Tu fais plein de choses. Futur réalisateur, on espère tu vas me raconter tout ça. Mais j'aimerais bien, du coup, déjà te demander un peu comment se passe le process, on va dire, en détail pour écrire un script pour de gros créateurs. Tu as travaillé avec de belles chaînes YouTube. Et je pense que ce n'est que le début. On va y venir juste après. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et m'expliquer comment tu en es venu à faire ce métier finalement. Alors, c'est une longue histoire. Donc, du coup, moi, c'est Edgar, donc j'ai 21 ans. Donc, de base, comme tu l'as dit, je suis étudiant en informatique dans une école. Donc là, je suis actuellement en dernière année de master. Mais je me reconvertis de plus en plus, on va dire, dans ce travail d'écriture. On va dire qu'une fois que mon master est terminé, je vais rester là-dedans, quoi. Parce que tu fais ça depuis combien de temps, pardon, pour je fais ça depuis 2 ans et demi, 3 ans à peu près, on va dire. Mais de manière sérieuse, j'y viendrai après, mais ça fait, on va dire, 1 an et demi, 2 ans plutôt. Quand est-ce que ça a commencé ? Donc c'est il y a 3 ans. Comment est-ce que ça a commencé ? Alors tout part d'un message sur Twitter. C'est ça qui est marrant. C'est que donc la première personne avec qui j'ai travaillé, c'est Combo, donc grand youtubeur de storytelling dans le jeu vidéo. On va dire qu'il fait un peu partie du Big Three avec, on va dire, Ego, The Great Review et Combo. Et donc, je lui envoie un message sur Twitter il y a 3 ans en lui disant j'ai peut-être une histoire qui pourrait te plaire. Histoire dans le jeu vidéo que j'ai vécu, parce que moi je fais un peu de speedrun, je sais pas si tu vois ce que c'est. Bien sûr. Finir le jeu le plus vite possible. Et donc lui il voulait reconvertir sa chaîne vers le speedrun. Et donc moi je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, j'ai peut-être un sujet qui pourrait te plaire, sans attente particulière qu'il me réponde ou quoi. Et il me répond le lendemain en me disant écoute, on peut faire un appel sur Discord et on en parle si tu veux. Donc on s'appelle sur Discord le lendemain et je lui raconte mon histoire, du coup l'histoire que je pensais être une bonne vidéo, qui au final était pas si bonne, mais c'était plutôt le fait que il y avait pas une storyline très claire, le fil rouge de la vidéo était pas très clair, l'histoire était bonne en elle-même, mais voilà. Et à la fin de cette histoire, elle me dit je pense pas qu'on puisse en faire une vidéo. Par contre, moi je cherche un mec qui fait comme ce que tu as fait là, me raconter une histoire, mais qui écrit mes scripts en fait. Est-ce que tu connaîtrais pas des speedrunners qui peuvent faire ça? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas proposé de base ? Parce que j'étais en études, je l'avais dit, donc pour lui c'était mort. Il voulait quelqu'un en full-time direct ? Enfin, en tout cas de pas dispo, en full-time, mais voilà, de bien dispo. Et en fait, pourquoi il voulait un speedrunner ? Parce qu'il voulait quelqu'un qui connaisse ce milieu-là, vu qu'il voulait transitionner vers le speedrun. Voilà, donc dans les jeux vidéo, mais plus vers le speedrun. Et donc, il me dit ça, et moi je lui dis moi peut-être potentiellement parce que j'ai toujours eu cette passion d'écrire depuis longtemps. Peut-être tu pourrais y revenir tout à l'heure, mais c'est vraiment une passion que j'ai depuis très très longtemps. Et j'ai pas les codes de YouTube à ce moment-là, mais j'ai les codes de la littérature, on va dire. Et donc je lui dis peut-être moi, soit à quoi il me répond évidemment, mais je croyais que t'étais en études, voilà. Et moi je lui dis que mes études me prennent pas beaucoup de temps, c'est des études un peu particulières où on n'est pas, c'est pas des études classiques en amphi avec des profs tout ça. Et du coup je commence à travailler pour lui. Alors le premier script a été payé au black, mais le reste après je me suis déclaré en entreprise et j'ai commencé comme ça en fait. Voilà. Petite pause pour remercier mon sponsor sur cet épisode, Osdir. Osdir, c'est une marketplace de freelance. Mais le truc qui change vraiment par rapport à ce qu'on connaît déjà, c'est le sens dans lequel elle fonctionne. Parce qu'en général, quand t'as besoin de quelqu'un, tu postes une annonce sur LinkedIn, t'attends des candidatures, tu compares les profils, tu demandes des devis, et c'est long. Sur Osdir, c'est l'inverse. Les freelances publient directement leurs offres de services, et toi, tu te promènes parmi les offres comme si tu faisais du shopping. Si t'as besoin d'un photographe, d'un développeur, d'un rédacteur web ou de n'importe quel autre métier parmi les 900 catégories disponibles, tu trouves une offre qui correspond à ce que t'as en tête et tu achètes directement. C'est beaucoup plus rapide et surtout tu sais exactement ce que tu récupères avant même de sortir ta carte. Ce que je trouve bien aussi, c'est la protection paiement. Concrètement, quand tu règles une commande, ton argent est mis de côté sur un compte séquestre sécurisé et le freelance le touche uniquement une fois que toi, tu as validé la livraison. Donc si le rendu ne te convient pas, tu n'es pas laissé sans recours. Il y a aussi un service de résolution et un support si jamais quelque chose se passe mal. C'est vraiment pensé pour que l'acheteur soit serein du début à la fin. Sur ta première commande, tu récupères 10% de réduction plus 1% de remise, le lien est en description. Tu peux aussi les retrouver sur Instagram et YouTube. C'est Osdir Co sur Instagram et Osdir sur YouTube. Un grand merci à eux pour leur soutien et sur ce, retour à l'épisode.
Donc ouais, c'était pour tester au départ, et voilà, c'est juste que t'es parti d'une idée qui t'a donné lui, ce qui est pas forcément facile, même si t'aimais écrire. Toi, t'es arrivé avec une idée qu'il a refusée, entre guillemets, on a filé une autre, t'as écrit et ça s'est bien passé, quoi. C'est globalement ça. Alors, ça s'est pas exactement parlé comme ça, parce que si on parle de mon tout premier script, c'est un script sur un jeu vidéo, voilà, donc que j'ai écrit, et on se rend compte pendant, je pense que c'était au début du montage, que on s'est fait entre guillemets voler, même si c'est pas vraiment voler, mais il y a une vidéo qui est sortie sur le même sujet avant, et donc le script c'était poubelle. Donc moi je suis arrivé, premier script, poubelle, je fais bon. Alors il m'a dit c'est pas de ta faute et tout, il y a pas de souci, mais en effet le premier script c'est pas super bien passé. Donc c'était bon, premier script, voilà, c'était un peu le brouillon et il est parti à la poubelle, mais après ça s'est super bien passé le reste du temps. Donc ouais. Trop bien. T'as travaillé avec combien de créateurs jusqu'à aujourd'hui à peu près, tu sais ou pas? Une dizaine, un peu de contexte, à peu près une dizaine allant de quelques dizaines de milliers d'abonnés, on va dire, pour les plus petits, à je pense que Combo c'est le plus gros. Enfin, si on cumule toutes les plateformes, il y en a un qui a plus de 2 millions, et sinon Combo, on va dire, c'est celui qui a le plus sur YouTube et qui a 800 000, je pense, maintenant, un truc comme ça. Ouais. Je pensais qu'il avait 1 million, mais non, bientôt alors. Okay. Non, il a pas encore 1 million, mais voilà, on va dire, voilà, dans le Big Three, même si maintenant Ego ne fait plus de jeux vidéo, donc est-ce qu'on peut encore le considérer dans le Big Three, je sais pas, mais ce que les gens aiment appeler Big Three, c'est voilà, The Great Review, Combo, Ego. Ego est le seul qui a le million. The Great Review ne l'a pas non plus. Donc voilà. C'est fou d'ailleurs ça. C'est assez fou parce que ouais, Review est souvent considéré comme le GOAT du storytelling en France, et il a beaucoup moins d'abonnés qu'Ego, en effet. Ouais. Pourtant, les deux sortent pas non plus des vidéos très régulièrement. Je sais pas si c'est une question, je sais pas c'est pourquoi, à quoi c'est dû. Peut-être la transition d'Ego vers le style moins justement jeu vidéo et plus un peu scientifique, un peu comment on appelle ça, vulgarisation. Peut-être que ça marche mieux, donc peut-être c'est pour ça. À voir, je pense aussi. C'est aussi ma théorie, mais c'est intéressant parce que tu vois, si on me demande, j'aurais dit que c'était The Great Review, ouais, en numéro 1 aussi. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi les créateurs vont venir faire appel à tes services en tant qu'auteur, et me détailler justement un petit peu ces services-là? Généralement, on me donne le sujet. C'est très rare que je vienne avec un sujet et je dise voilà, ce sujet c'est une bonne idée, on pourrait peut-être le faire. C'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Donc je récupère le sujet, je me l'assimile. Comment est-ce que est-ce que il y a déjà un fil rouge sur le sujet, ou est-ce que je dois le trouver? Parce que ok, tu veux faire une vidéo sur je sais pas moi, Minecraft, voilà, t'as ton jeu vidéo, tu veux faire une vidéo sur Minecraft, très bien. Mais donc ça c'est le sujet, c'est je veux parler de Minecraft. Maintenant, qu'est-ce que tu parles dans Minecraft? Ça c'est plutôt le fil rouge de ta vidéo, ce qui va commencer à l'introduction et finir à la conclusion. Et donc est-ce que ce fil rouge est déjà existant? Si oui, tant mieux. Sinon, il faut que je le trouve, il faut que je me creuse les méninges pour le trouver. Une fois qu'on l'a, moi généralement je commence un peu des recherches. Souvent le storytelling demande plus ou moins de recherches. Ça peut durer quelques heures comme des dizaines et des dizaines d'heures. Je pense à certaines vidéos où elles ont été très très dures au niveau des recherches, surtout quand c'est très technique. Tu sais, dans le speedrun on parle de glitch, on parle de bugs, d'exploits, des trucs comme ça, et donc c'est très très compliqué à comprendre. Faut décortiquer tout ça. Après, donc je commence un petit peu ces recherches, je sors un plan de ce que pourrait être la vidéo, une sorte de voilà, un plan de ce qu'est mon fil rouge, justement, comment on découpe la vidéo, dans quelle partie, tu sais. Tu fais un bouquin, t'as intro, éléments perturbateurs, péripéties, machin, c'est un peu un truc comme ça. Et donc une fois que ça c'est fait, je propose ce plan là au créateur. L'échange est très important entre comme les monteurs, hein, évidemment, mais entre moi et le créateur, c'est très très important d'échanger sur le script, parce que si tu commences et que ton axe est pas bon, que le créateur il regarde pas trop, etc., en fait tu vas écrire toute ta vidéo sur un axe qui lui plaît pas, et du coup il faudra tout recommencer. Donc l'échange est très important. Donc généralement après ce plan là, je retourne le voir, je dis voilà, qu'est-ce que t'en penses, on modifie des choses, tout ça. Une fois que ça c'est bon, moi je commence la V1 tout en finissant mes recherches. Généralement j'ai sorti le plan pendant mes recherches, et donc je termine mes recherches pour être sûr, etc. Je fais ma V1, la V1 est bonne, moins bonne peut-être, ça arrive, on modifie tout ça, etc. Et une fois qu'on a la V finale, on va dire, en termes de script, moi je pose, je fais du b-roll, tu sais, enfin toutes les annotations pour le montage. Donc je dis voilà, à tel moment moi j'aurais bien vu ça. Alors le monteur et le créateur ils font ce qu'ils veulent, mais c'est des suggestions, vu que j'ai écrit la vidéo. Peut-être que moi j'ai une vision de la vidéo, forcément. Il y a un travail de documentation aussi où ouais, il y a pas mal de documentation. Il y a de ce truc de ok, à tel moment je parle de ça, donc je mets le lien YouTube en commentaire pour que le monteur il puisse facilement retrouver de quoi je parle. Je parle de aussi tel glitch, enfin surtout sur des trucs très spécifiques. Oui, c'est ça, ou ne serait-ce que juste du footage, tu vois, pour aider le monteur
voilà. Et en fait, je mets aussi des annotations pour le montage ici, tu peux faire un montage un peu stylé avec de la musique, des trucs comme ça. Une fois que ça c'est bon, la vidéo part en post-prod, en montage, tout ça. Et généralement, j'aime bien regarder quelques versions du montage, notamment les versions finales, pour essayer alors, souvent donner mon avis, même si c'est pas forcément ce qui importe le plus, mais pour regarder que si on n'a pas mis des fake news dans la vidéo, en fait, entre mes notes, le plan, la V1 et le montage et les plusieurs versions du montage, etc. Il peut y avoir des news qui ont shifté, des infos qui ont shifté et donc qui sont devenues, je sais pas, une date qui est pas bonne, plus bonne ou etc. Et donc je fact-check en fait le montage final, quoi. Ok, donc ça va beaucoup plus loin que juste livrer un PDF loin, ou un doc, carrément, un Word quoi, avec un script quoi. En tout cas, personnellement, après je sais pas ce que font les autres, etc. Peut-être qu'il y en a qui font d'autres choses que moi je fais pas, peut-être que voilà. Même plus récemment, je me suis mis aussi à proposer un autre truc, c'est une fois que j'ai terminé mon script, j'enregistre la voix off comme moi, comme si c'était moi qui faisais la vidéo, et comme ça la personne avec qui je travaille peut lire le script et entendre ma voix en même temps, et donc il a mes intonations de phrases et comment est-ce que moi je les ai vues, parce que quand tu récupères le script de quelqu'un, il y a une phrase que tu peux pas comprendre des fois et tu te dis pourquoi il a écrit ça, je comprends pas, et en fait avec cette intonation de voix tu vois pourquoi est-ce que j'ai écrit ça comme ça, quoi. Petite info, mais ce podcast vous est présenté par la Creator School. Imagine un espace grâce auquel tu peux échanger avec des créateurs qui comprennent vraiment ton quotidien. Une communauté et un collectif qui s'entraident, qui partagent et qui se retrouvent régulièrement chaque année dans des lieux d'exception. C'est la Creator School, et si tu vis aujourd'hui de la création de contenu, alors c'est fait pour toi. Tu peux découvrir tout ça et t'inscrire en description. Là, tout ce que tu m'as expliqué, finalement, c'est presque un rôle de chargé de prod, en fait. Comme on vient de le dire, ça va beaucoup plus loin que juste livrer un script, un document, quoi. Tu vas t'occuper de superviser le montage. Il y a une partie brainstorming importante avec le créateur à un peu toutes les phases, j'ai l'impression. Est-ce que je me trompe ou Alors, superviser le montage, non, parce que pour le coup, c'est vraiment le créateur qui s'en occupe. Moi, vraiment, je récupère le montage et je regarde. Je fais du pur fact-checking pour le coup. Oui, tu donnes ton avis. Je donne mon avis. Après, les gens font ce qu'ils en font. Moi, j'ai peut-être un avis différent du créateur, mais de toute façon, c'est toujours l'avis du créateur qui compte, parce que c'est sa chaîne, c'est sa vidéo. Maintenant, pour ce qui est du brainstorming, ça m'est arrivé des fois de passer peut-être 10 heures d'affilée en vocal à parler de justement la vidéo, comment est-ce qu'on la tourne, ce fameux fil rouge, ce fameux cette storyline de comment est-ce qu'on tourne ça. Il y a des fois où on s'est pris la tête sur certaines vidéos, on trouvait pas, on partait dans des trucs, ah putain en fait on met la fin au début. Il y a des fois où je sais qu'on a eu des craquages et en mode on annule tout, on la fait pas cette vidéo. Des fois c'est compliqué les phases de brainstorming sur comment on trouve un bon fil rouge. Maintenant c'est marrant que tu parles de chargé de production parce que c'est une corde que j'essaie un petit peu de rajouter dans mon arc. On va dire, même si moi j'écris et voilà, mais j'aimerais justement faire de plus en plus de trucs au niveau de la production. Ça fait déjà j'organise des fois des tournages, des choses comme ça, c'est rare, mais j'essaye de m'y mettre un peu plus, de vraiment faire ce truc de organiser des productions dans la vraie vie, tu vois. Pas juste derrière son écran, de faire des tournages avec des vraies caméras. Alors c'est pas moi qui installe les trucs, mais toute la logistique, etc. J'ai déjà fait appel à un peu ce que fait un directeur de casting ou un truc comme ça qui récupère les trucs. Donc voilà, j'aime bien aussi ce truc de logistique et d'organiser des choses, des tournages. Donc c'est marrant que tu parles de chargé de production. Ouais. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tu vas gérer tout ce qui est planning, budget, justement, équipe à qui on fait appel, etc. En fait, j'ai l'impression que tu as un rôle, donc certes, où tu écris les vidéos déjà, ce qui est une énorme valeur, comme on le disait, parce qu'un créateur va pouvoir venir te donner une idée et toi, tu vas pouvoir tirer le fil rouge, en tout cas proposer plusieurs pistes, un plan un peu plus global de ce que je comprends avant d'aller dans le détail, une fois que c'est validé. Mais du coup, tu vas aussi, après, dérouler encore la suite de l'idée en produisant la vidéo, tout simplement. Donc, est-ce que ça touche à ce que j'ai cité là, donc budget, planning, etc. ou pas? Alors, budget, généralement, les créateurs ont leur propre budget à attribuer aux monteurs, aux rédacteurs et tout. Donc, alors, pour ce qui est organisation de tournage, etc., oui, généralement, c'est moi qui gère le budget. En tout cas, je dis, voilà, on pourrait s'en sortir pour tant, etc. Par contre, pour ce qui est vraiment on va dire de l'organisation pure dans le budget des monteurs, etc., moi, je touche pas, c'est aux créateurs de voir ça, quoi. T'as des exemples de vidéos sur lesquelles t'as beaucoup travaillé au-delà de l'écriture? Alors, il y a une vidéo qui sort, là, au moment où on tourne, qui sort soit aujourd'hui, soit demain, sur laquelle j'ai vraiment organisé un tournage pendant 2 jours, où c'était des heures de plans pour la vidéo par jour. Voilà, on va dire que je suis au début, j'ai déjà aussi été derrière une caméra pour faire certains plans, pour d'autres vidéos, tout ça. Pour l'instant, c'est des petits tournages, entre guillemets, même si celui dont je parlais juste avant, c'était plutôt un gros tournage. Il y avait
je sais plus, 6 ou 7 personnes peut-être dessus, voire un peu plus, je me souviens plus, avec plein de caméras, des trucs comme ça. Donc c'était pas mal d'organisation. Je m'y suis pris 3 mois à l'avance pour organiser tout ça, on va dire normal. Mais on va dire que je débute encore dans le truc, donc j'essaie d'apprendre et de faire un peu ce que je peux, de tâtonner ce truc de créer des choses dans la vraie vie, quoi, d'organiser des choses dans la vraie vie. J'aimerais qu'on parle juste après un peu des tarifs et donc de combien ça coûte de proposer tous ces services-là, ou en tout cas de se les acheter quand on est créateur, parce qu'encore une fois, c'est une énorme valeur ajoutée quand on a une chaîne YouTube, du coup, en l'occurrence. Mais avant ça, je voudrais juste confirmer quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu as vraiment un rôle du coup d'auteur ou presque de bras droit en fait pour certains clients? Donc, je sais pas en parallèle aujourd'hui avec combien de créateurs ou créatrices tu travailles, mais est-ce que tu te qualifierais de plus entre guillemets qu'un simple prestataire, ou est-ce que ça reste assez transactionnel, on va dire, sur les scripts? Alors c'est une bonne question. Moi je pense que déjà l'un n'empêche pas l'autre. Je peux être auteur et bras droit si on peut employer ce terme. Moi, il faut savoir que je mets une très grande importance à être plus qu'un prestataire et un client entre les gens avec qui je travaille. En fait, je trouve que dans ce milieu, c'est pas le cas de tous les milieux professionnels, mais dans ce milieu, je trouve que c'est très important d'avoir plus que des relations uniquement professionnelles avec les gens avec qui tu bosses. Alors, il y en a avec qui c'est le cas. Par exemple, il y en a où on n'est pas du tout de la même génération, tu vois, ils ont 12 ans de plus que moi, donc c'est compliqué d'avoir plus qu'une relation uniquement professionnelle. Mais généralement, je suis, on va dire, au moins pote, voire ami avec la plupart des gens avec qui je bosse. On fait des trucs à côté qui sont absolument pas du tout rapport avec le travail. Donc, on va dire que j'ai une part assez grosse dans les productions de vidéos, et aussi on devient souvent amis quand on travaille entre auteurs, monteurs, créateurs, etc. Maintenant voilà, il y en a pour qui je suis uniquement prestataire, ce que je disais, voilà, qui après c'est peut-être un choix de leur part aussi, c'est vraiment on se voit comme prestataire et client et c'est tout. D'autres avec qui on est beaucoup plus on va dire soudés, on fait des trucs à côté qui n'ont rien à voir avec le travail, on va travailler sur l'ensemble de la vidéo, pas juste le script, c'est plein de choses comme ça. Donc il y en a certains, on peut peut-être me considérer comme auteur et bras droit, d'autres uniquement auteur, prestataire, ça dépend avec qui tu travailles, je pense. T'as des exemples de chaînes ou de créateurs que tu veux citer ou pas? Par exemple, un avec qui je suis très proche, Haiku, donc YouTuber storytelling dans le jeu vidéo aussi. Avec qui en fait maintenant on fait, dès que je suis à Paris on se voit, on s'est vu, c'est pour lui que j'ai organisé donc le tournage qui va sortir là aujourd'hui ou demain, je sais pas. Trop bien. On s'est vu au Japon, c'est là on a tourné des plans au Japon ensemble, voilà, on fait plein de choses ensemble, on joue ensemble même, c'est important tu vois, de jouer à des jeux avec tes amis en dehors du travail, tu vois, où on parle pas de taf, et après on sait une fois qu'on est en vocal ou une fois qu'on doit parler de travail, on sait shifter sur le truc et partir pro, quoi. Est-ce que tu pourrais me donner, du coup, comme je disais, un ordre d'idée de prix pour un script, parce qu'il y a beaucoup de composantes différentes, j'imagine que ça peut varier beaucoup. Donc, moi je suis youtubeur, j'ai une chaîne storytelling, mettons même pas dans le jeu vidéo, j'ai un besoin. C'est un besoin qui est très récurrent, du coup, comme tu le sais. Voilà, je cherche un auteur, combien ça coûte? Alors, moi, il faut savoir que avant, c'était pas le cas, mais depuis quelques mois, je me suis mis à m'ouvrir un petit peu à la créateur économie et l'environnement de l'influence et de la créateur. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de rédacteurs de script, beaucoup d'auteurs, de monteurs, de choses comme ça. Faut savoir que je pense que je suis peut-être un des chers, plutôt chers comparé aux autres. Je sais pas s'il y en a beaucoup en France qui peuvent encore en vivre. Le métier d'auteur, rédacteur de script, tout ça, c'est un métier beaucoup plus récent que les monteurs. Monteurs, maintenant, c'est voilà, tout le monde a un monteur, voire 2, 3, etc. Et on sait que tu peux vivre du montage. Être auteur et rédacteur, c'est beaucoup moins démocratisé. Et puis, pas toutes les vidéos demandent de la voix off, par exemple. C'est pas le cas de tous les rédacteurs. Moi, en tout cas, on va dire que pour un script de storytelling, ça va dépendre donc de la durée de la vidéo. Évidemment, ça va dépendre du sujet. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherche, pas beaucoup de recherche? Ça va dépendre de est-ce que la storyline est déjà là? Est-ce qu'il faut qu'on se creuse la tête? En fait, c'est plutôt, on va dire, un forfait. C'est, moi, j'ai jamais OK, la vidéo va coûter tant. Dès le début, c'est impossible de savoir ça en fait. Généralement on se donne quand même une petite fourchette, mais c'est impossible de savoir dès le début précisément combien ça va coûter, quoi. Est-ce que tu tarifies à l'heure de travail ou à la journée ou au mot? Généralement je tarifie au script. Donc forfaitairement au script. Ouais, c'est ça. En fait, beaucoup font au mot, mais moi, moi, je trouve que c'est pas forcément hyper bien parce que ça force le rédacteur à écrire le plus possible, parce que plus il y a de mots, plus t'es payé du coup.
Donc moi je suis pas forcément fan de ça. Maintenant il y en a un avec qui je travaille comme ça et ça lui va, donc moi je m'adapte à ça, donc il y a pas de souci. Voilà, moi je parle plutôt d'une fourchette de ok, ton script il fait à peu près tant en durée, c'est ça le sujet, donc ça va coûter entre ça et ça. Et à la fin, exemple, c'est entre ça et ça quoi, c'est alors du coup oui, 100 euros et 200 euros non, alors j'allais y venir. Pour une vidéo, je sais pas moi, je prends un exemple, imaginons une vidéo de storytelling de 20 minutes, on va être peut-être autour des 1000 à peu près. Ouais, ça dépend, entre 600 et 1200, on va dire. C'est la fourchette, grosse fourchette. Après, pour une vidéo, ça m'est déjà arrivé de travailler sur des grosses vidéos de 1h30 avec beaucoup de recherches, de choses comme ça. Et là, on va plutôt être entre 1008 et 2005, tu vois, à peu près ce genre de tarif-là. Donc c'est cher pour le coup, mais je pense que un monteur très bon dans ce qu'il fait pour une vidéo d'1h30, etc., c'est à peu près les tarifs pour lesquels il est payé, je pense. Donc voilà. Oui, bah je confirme. Enfin, au montage, ça dépend. La durée de vidéo joue beaucoup, effectivement, mais ça dépend beaucoup Enfin, rien qu'entre le fait, par exemple, que la vidéo soit une facecam versus que de l'illustration. Oui. Avec du motion, des voilà, trucs, c'est ça. Donc ça va jouer beaucoup. Donc, ok, ça veut dire que moi, je suis créateur, je viens te voir, et potentiellement, donc tu me donnes une fourchette entre 1800 et 2500, par exemple. Bah, moi c'est facile. Je sais pas avant la fin combien ce sera. Donc, moi, par défaut, je vais me dire, ok, ça peut me coûter jusqu'à 2500. En fait, moi, c'est facile. Alors là, les fourchettes que je t'ai prises sont très grandes. Généralement, on est plus sur des fourchettes de 300 à 500 euros, on va dire, de différentiel. Moi, tu viens me voir, tu me dis voilà, je vais faire une vidéo sur tel sujet. Je veux que la vidéo dure 30 minutes. Moi, d'abord, j'épluche un peu le sujet pour voir est-ce que j'ai 100 heures ou 10 heures de recherche. Ensuite, je regarde, etc. Je te dis, bon, 30 minutes, par exemple, de storytelling, je vais te dire, ce sera entre 1000 et 1300, par exemple. Un truc comme ça, je sais pas. Et donc, toi, tu me dis, OK. Et à la fin, en fait, moi, je fais pas de devis. De toute façon, j'ai jamais eu de problème au niveau des tarifs avec les gens avec qui je travaille. Justement, cette fourchette, ce truc de se mettre à peu près d'accord au début, ça marche plutôt bien. C'est pas très pro, mais ça marche plutôt bien. Et donc, à la fin, on se rappelle, une fois qu'on a le montage ou la version finale, etc. Et donc, c'est là le moment où je dis, OK, après, il faut être honnête, il y a beaucoup d'honnêteté entre nous, mais est-ce que les recherches m'ont pris peut-être plus de temps que prévu, ou l'écriture, j'ai eu peut-être plus de problèmes, donc là on va viser la fourchette un peu haute, ou alors en fait les recherches sont bien passées, tout était smooth, tout est allé nickel, donc je vais peut-être viser la fourchette basse. Honnêtement, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des créateurs, bon voilà, la vidéo m'a pris moins de temps que prévu, donc en fait le prix que je t'ai dit au début était pas bon, donc on va baisser. Et d'autres où soit j'ai dit la vidéo m'a pris un peu plus de temps que prévu, est-ce que tu peux peut-être faire un effort? Ils ont dit oui. Ou alors même moi j'ai proposé un prix trop bas, ils m'ont dit écoute, moi je voyais plutôt ça pour cette vidéo, je voyais peut-être plus cher, donc on peut partir sur ce tarif là. Ok, ouais, donc tu joues la carte de la franchise, donc de pour ton le côté, coup, mais du côté des clients aussi, ce qui est important, et trop bien du coup si ça fonctionne, parce que ça fonctionne bien. Je trouve ça un peu casse-gueule de mon expérience, par exemple dans le montage, ça marche pas trop ça. Je peux comprendre, en tout cas moi de mon côté pour les scripts ça marche plutôt bien. En effet. Après, il y en a qui veulent être beaucoup plus cadrés et par exemple, un avec qui je travaille récemment, c'est Homo, purement Homo. Et lui, il pallie au fait de payer Homo que le rédacteur écrit le plus possible, là, que je disais tout à l'heure, ce problème-là. En fait, c'est le nombre de mots après modification du créateur. Et donc, du coup, si t'écris n'importe quoi pour faire juste augmenter le nombre de mots, il va de toute façon supprimer parce que ça va pas être bien, et donc il va se retrouver avec le nombre de mots de la vidéo classique. Donc ça peut pallier à ce problème-là, en effet. Donc, et avec lui, ça marche bien. Je suis payé au mot, voilà, on regarde le nombre de mots après qu'il ait fait ses modifications et on sort le tarif. Oui, c'est ce que j'entendais par une rémunération au mot, c'est le nombre de mots gardés à la fin, effectivement. C'est ça. C'est pas juste ce que t'imprimes. C'est ça, oui. Non, mais parce que typiquement, moi, j'ai déjà été payé en fonction de la durée de la vidéo, mais des fois, c'est avant les modifications de script. Donc moi, mon script, combien de temps fait la vidéo, et des fois c'est après la vidéo finale, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est deux différences ok, mais donc du coup, quelqu'un qui veut se lancer dans la rédaction de script pour youtubeur par exemple, comment est-ce que tu les conseilles de fixer ces tarifs? Alors c'est compliqué parce que justement j'en ai parlé avec pas mal de rédacteurs que je connais. C'est assez compliqué pour mon expérience personnelle en tout cas de parler de ça, parce que j'ai pas commencé de manière conventionnelle en fait. Déjà je suis arrivé dans un moment il y a 3 ans où il y avait très peu de rédacteurs de script, le métier était inconnu au bataillon, il y avait des monteurs et tout, mais certains youtubeurs très spéciaux avaient leur auteur particulier, voilà, mais le métier de rédaction de script en
lui-même existait vraiment pas beaucoup. Donc je suis arrivé dans un moment où les gens étaient en recherche de ça de plus en plus, dans un métier tout nouveau en fait. Et donc je suis direct arrivé avec Combo, j'ai eu une opportunité de fou. Je considère que maintenant, là où j'en suis, il y a eu du travail évidemment, mais le début, je me considère comme extrêmement chanceux d'avoir eu cette opportunité dès le début. Donc moi, j'ai commencé avec un créateur qui avait déjà 700 000 abonnés à l'époque, qui m'a formé, on va dire gratuitement, parce que j'ai été payé les mêmes tarifs que les scripts après. J'ai eu cette formation de passer de l'écriture littéraire à l'écriture pour YouTube en fait, cette manière très orale, cette manière de parler, tu sais, d'intégrer qu'on appelle ça, des hésitations, tous les mots très très oraux dans les scripts. Tout ça, c'est on va dire que c'est Combo qui m'a formé à toutes ces techniques, tous ces trucs de YouTube. Ça, tu l'ajoutes au script du coup. Ouais, il y a genre les ouais, c'est ça. Ouais, exactement, les répétitions exprès, les bégaiements. Ouais, un peu. Ouais, non, mais c'est des ça. fois, on les crame les faux bégaiements quand on regarde une vidéo. Des fois, on les crame. Ben voilà, bon, ça c'est un truc. Pas dans les tiennes, je veux dire, mais de manière générale, oui. on se dit, c'est un peu. Moi, c'est Seb où je me dis ça des fois, mais je sais pas si je suis le seul. Mais Seb, j'ai l'impression que c'est joué parfois, ce qui est pas du tout un reproche, mais c'est marrant. C'est surtout chez lui que j'observe ça. Bon, en tout cas, moi personnellement, je mets les hésitations dans les scripts, les répétitions, les trucs comme ça voilà. Pour terminer sur ce sujet des tarifs, ce qu'on peut penser que c'est extrêmement cher, etc. Mais c'est parce que ça fait gagner énormément de temps du côté des créateurs. Ça prend combien de temps généralement pour par exemple une vidéo de 30 minutes entre la recherche sur le sujet, l'écriture de la V1, c'est-à-dire avant aller-retour et tout ça, ça te prend combien de temps déjà, juste avant d'arriver avec un premier jet? Alors je vais répondre à ta question, mais juste, je m'étais perdu dans la question d'avant, mais je viens sur le fait de qu'est-ce que je conseillerais aux gens qui veulent se lancer. Oui. Donc voilà, comme je disais, moi j'étais pas trop sur les parcours traditionnels, on va dire. Moi, faut pas regarder mon parcours parce que je trouve qu'il est un peu spécial. Et maintenant, les gros clients ont leur rédacteur de script, les gros, voilà, donc c'est compliqué de viser des gros directs, même si moi c'était pas visé de base. Je suis arrivé sans aucun, je voulais pas être ça, je pensais même pas que j'allais avoir cette opportunité. Maintenant, qu'est-ce que je leur conseillerais? Je pense qu'une des meilleures qualités d'un rédacteur de script, c'est l'adaptation. Mais monteur, ça marche aussi en soi. Mais quand tu travailles pour plusieurs personnes, il faut déjà savoir s'adapter, copier le style d'écriture de la personne, s'imprégner de la chaîne. En fait, c'est pas juste écrire un script et écrire des mots, c'est vraiment s'imprégner de l'ADN de la chaîne, comme un acteur s'imprégnerait d'un rôle, en fait, un petit peu. Donc ça, c'est très important, cette notion d'adaptabilité. Et moi, je conseillerais là où je pense que tout le monde a commencé, c'est de viser des petits créateurs au début. Alors moi, j'en ai vu même qui... sous prétexte de améliorer leur portfolio ou quoi, qui commence gratuit. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Toujours, même si c'est un prix minime proposé, parce que ton travail il a de la valeur en fait, peu importe si c'est peut-être moins bien que certaines personnes qui proposent plus cher ou j'en sais rien, peut-être même c'est pas le cas. Je pense que c'est toujours bien d'imposer un prix parce qu'en plus après les youtubeurs, les créateurs s'habituent à ce que tu sois gratuit ou très peu cher, et donc ensuite ils veulent plus te payer, quand toi t'as envie d'augmenter tes prix, c'est compliqué. Donc ouais, commencer avec des petits créateurs qui sont en recherche. Je pense qu'il y en a toujours qui sont en recherche de peut-être sur les formats courts aussi, il y a beaucoup de formats courts qui cherchent des gens pour écrire leurs shorts, leur réel, Insta, des trucs comme ça. Et puis après à voir si tu veux rester et te spécialiser dans les formats courts ou alors dévier sur les formats longs. Je pense que c'est rare les gens qui ont zéro expérience et qui commencent sur les formats longs. Je pense que ça arrive pas souvent. Ça commence sur les cours, ouais, généralement quand même. Ouais, parce qu'il y a plus de demandes. Il n'y a pas forcément de tarifs un peu établis, quoi. Tu vois, non. Manière non. Montage, voilà. Ah ouais, non. Moi, je connais des gens. Alors, encore une fois, ce qu'ils proposent est peut-être différent de ce que je propose. Peut-être qu'ils ont des trucs que moi, je propose pas, d'autres l'inverse. Mais moi, je connais des gens, ils écrivent des vidéos de format court de 30-20 minutes à 100 €, tu vois, le script. Donc, rien à voir avec les tarifs que je propose. D'autres, c'est 500, d'autres, c'est 1000. Voilà. C'est vraiment les tarifs. Je pense que c'est vraiment en fonction de la personne avec qui tu travailles, mais je pense globalement le métier de monteur au niveau des tarifs de monteur et d'auteur sont très liés, sont très liés entre elles. Je veux dire, je pense que ma méthode de fonctionnement est pareille. Si tu travailles pour un mec à 10 000 abonnés, généralement, il n'aura pas de quoi te payer pour une vidéo de 20 minutes, 2 000 €, quoi. C'est pas possible. Ok. Je pense pas, en tout cas. Après, c'est cohérent, du coup, si tu débutes, tu veux faire tes premiers scripts, de commencer donc sur des. Je pense que les formats courts, c'est une bonne idée, ouais. Je sais pas, par exemple, à 50 € le script, peut-être, quelque chose comme ça, et ensuite tu vas aller sur des formats plus longs, ou pour une vidéo pour 10 minutes de vidéo, quoi, tu vas tarifier, par exemple, 100 € quoi, pour démarrer. Par exemple, par exemple, moi je pense que les formats courts c'est une bonne idée parce que c'est court, justement, comme le nom le dit. C'est court, donc tu peux t'entraîner à faire plein de formats différents sur plein de sujets différents. Ouais, c'est les mêmes mécaniques, on y reviendra après. Alors, c'est pas du tout la même mécanique. Par contre, normalement, il y a toujours cette notion de storyline, de fil rouge. Oui, c'est ça. Si ton short il a pas de fil rouge, voilà. Après, il y a cette notion d'accroche qui est très différente des formats longs. Il faut accrocher dès le début avec la première phrase, donc c'est un peu différent. Mais globalement, tu touches à plein de sujets différents. C'est court, donc tu peux en faire beaucoup. Il y a toujours cette notion de fil
rouge et ça t'apprend justement cette manière très orale d'écrire tes scripts de YouTube parce que c'est une voix off, donc si t'écris comme dans un livre, ça va pas marcher, tu vois. Donc je pense que c'est bien pour commencer, je suppose, pour le coup. Moi, je suis pas vraiment spécialisé dans le format court. Ça m'est déjà arrivé d'en écrire, mais voilà. Je pense que c'est après une bonne porte d'entrée là-dedans. Très clair. Ça prend combien de temps de rédiger un script du moment où tu reçois le brief jusqu'au premier jet? Alors, ça prend combien de temps? Alors, ça dépend évidemment de la durée de la vidéo, ça dépend de la complexité de ce qu'on me demande, ça dépend de plein de choses. Moi, il faut savoir qu'on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais je fais 2 types de projets, on va dire, dans la rédaction de script. Donc, je fais le storytelling, comme on a parlé. Une vidéo de storytelling, je pense que mes plus longues, par exemple, ça va quand même demander... Alors, tu parlais donc, du début du script à la fin du script ou du début du script à la fin de la vidéo? Début du script à la fin du script. Début du script à la fin avant les retours du script. Je pense que les plus grosses ont dû prendre bien 1 mois et demi, 2 mois peut-être. Voilà, donc là, ça met un peu déjà en relief aussi les tarifs que tu citais. Donc 1800, 2500, c'est pas pour un jour de travail, quoi. Ah non, évidemment, non, bien sûr. Non, ouais, alors évidemment, si ça commence à être 1 mois et demi, 2 mois, ce sera peut-être plus que 2500. Oui, bien sûr, mais voilà, c'est pour dire que ça peut s'étaler sur des semaines, voire. Ah oui, totalement. En fait, entre les phases de brainstorming, s'il faut trouver cette storyline, avec les recherches, des fois, comme je disais, c'est 10 heures, mais des fois, c'est 100 heures de recherche. C'est aller contacter des gens qui sont experts dans le sujet pour qu'ils te parlent de choses, c'est faire passer des heures et des heures sur Internet à éplucher des articles, à éplucher des sites, je sais pas, ou même à regarder des vidéos, par exemple, des trucs comme ça, et à prendre des notes sur tout le sujet, tout ce que tu peux raconter dans la vidéo, tout ce qui est intéressant. Ça, pour le coup, ça peut durer de 10 à 100 heures. Il n'y a pas de truc fixe un peu sur les recherches. Ensuite, il y a ce développement de plans, qui normalement est rapide, puis il y a cette première version. Maintenant, la première version, est-ce que si ta vidéo elle fait 20 minutes, peut-être que ça va faire 5, 6, 7, 8 pages en fonction du créateur et la vitesse à laquelle il parle. Si par contre ta vidéo elle fait 1h30, ça va plutôt être 20 pages peut-être, par exemple, ou plus, tu vois. Donc les plus grosses vidéos, alors étonnamment c'est pas forcément les plus longues, et c'est surtout justement celles les plus complexes en termes de recherche. C'est la recherche, le gros delta, j'imagine, sur le temps que tu vas y passer, vraiment. Plus que l'écriture même. Ouais. Typiquement, je prends l'exemple de la vidéo Super Mario Bros de Combo, qui donc voilà, on en parlait tout à l'heure, une vidéo sur le speedrun et sur l'histoire du speedrun de Super Mario Bros. C'est une vidéo où la production de la vidéo du début jusqu'à la fin a pris plus de 4 mois, je crois, avec le montage inclus, mais voilà, plus de 4 mois. La vidéo fait 45 minutes, mais il y a eu au moins 2 mois d'écriture, je crois, parce que les recherches étaient extrêmement dures. Ça s'est allé sur 20 ans. Il fallait en gros faire l'historique de tout ce qui s'est passé dans le speedrun depuis 20 ans avec tous les bugs, tous les glitches, tous les records, tous les machins. Et donc c'est des heures et des heures de recherche de trucs comme ça. Donc ça pour le coup, ça prend vraiment beaucoup de temps, quoi. Très clair, c'est intéressant. J'aimerais qu'on parle juste après de l'IA aussi, parce que là, quand tu me dis ça, voilà, si je me mets dans la peau d'un rageux, de quelqu'un qui veut descendre le métier, tu vois, ou le dénigrer, je me dis, aujourd'hui, il y a Perplexity Pro. Tu fais tes recherches, effectivement, tu vois, sur le sujet en question pour trouver toutes les sources dont tu as besoin. Tu as un skill, Claude, tu vois, qui tourne après pour te rédiger ton script selon tes plans habituels en fonction du sujet ou de la niche. Et certes, ça va demander du travail parce qu'il faut repasser un peu derrière et tout, mais ça demande, tu vois, 1 ou 2 jours de travail versus 2 mois, par exemple, tu vois. Même pour une longue vidéo. Alors, parlons-en maintenant, en fait, c'est assez intéressant. On peut en parler. Alors moi, l'IA, je suis pas un... Moi, j'utilise l'IA tous les jours, au quotidien. Que ce soit dans mon métier, que ce soit justement en développement, que ce soit pour poser les questions connes qu'avant on posait à Google, maintenant je les pose à Gemini ou voilà. Maintenant, moi, s'il y a un truc où j'aimerais bien faire un disclaimer, c'est n'utiliser... Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais n'utilisez pas l'IA pour créer du contenu, pour créer vos scripts. Déjà, ça se voit. C'est souvent pas bien. Ça demande beaucoup de, justement, comme tu disais, de repassage, etc. Voilà, moi j'écris un script, mais j'apporte pas que le script. J'apporte les recherches, j'apporte du brainstorming, j'apporte des trucs sur le montage, j'apporte du b-roll, j'apporte plein de choses qu'une IA ne pourrait pas faire. Maintenant, voilà, moi je déconseille très fortement d'utiliser l'IA pour écrire vos scripts. Maintenant, moi c'est vrai que l'IA, ça m'aide, on va dire, dans ce métier-là. Pourquoi ça peut être, je sais pas, alors ça peut être créer du contenu, mais de manière très courte. Par exemple, j'aime pas une phrase que j'ai mis dans un script et putain, j'arrive pas à changer, je veux la tourner autrement, mais j'arrive pas. Je réfléchis évidemment avant, je me dis ok, qu'est-ce que je pourrais faire, machin. Ça va donner des inspirations. Et voilà, et en fait, au bout d'un moment, je me dis bon, vraiment je trouve pas, je vais voir Léa, je lui dis ok, j'ai cette phrase là dans mon script, est-ce que tu peux peut-être me la reformuler et essayer de me trouver, voilà. C'est souvent pas bien, des fois c'est utile. Pour les recherches aussi, pourquoi pas, même si pour le coup
Quand il s'agit de recherches très pointues, tu vois, on parlait de Super Mario Bros, c'est vraiment des recherches, mais où il faut carrément aller parler à les gens qui le font. Il y a rien sur Internet en vrai, et le truc c'est que s'il n'y a pas sur Internet ce que tu recherches, bah, une IA va pas pouvoir t'aider. Donc pour les recherches, après pourquoi pas, mais pour tout ce qui est création, créer du contenu, pour moi c'est non. Je sais que c'est un gros stop. Les gens ils payent pour ton travail et pas pour le travail d'une IA, sinon ils te paieraient pas toi. Donc non seulement vis-à-vis de toi, bah, c'est pas honnête vis-à-vis de toi-même, parce que c'est toi qui produis la chose, c'est toi qui produis l'écriture. C'est pas une IA de le faire. Ok, peut-être que ça va te faire gagner du temps, donc tu vas gagner plus d'argent, je sais pas, mais ok. Et vis-à-vis des créateurs, c'est pas cool, parce qu'ils ont confiance en toi, ils te payent pour ton travail, pas pour une IA. Donc bien sûr, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que l'IA, elle te ressort aussi un output en fonction de ce que tu lui donnes et de la méthodologie que tu lui donnes. C'est-à-dire que si t'as... Enfin, tu vois, généralement, effectivement, on est d'accord qu'avec un prompt ou juste une conversation, que ce soit GPT, Claude, Gemini ou autre, ce sera jamais au niveau de ce que tu peux produire, tu vois, en tant qu'auteur. Mais je me posais la question de si t'avais, tu vois, les skills sur Claude, ce que c'est, oui, ou à peu près, c'est comme les GPTs sur Oui. ChatGPT, les projets dans Claude et ainsi de suite, avec, tu vois, des procédures, on va dire, qui sont établies. Je sais pas si tu utilises tout le temps les mêmes méthodologies ou pas, que tu m'expliqueras en détail après, justement, sur comment est-ce qu'on maintient en haleine un spectateur, mais sur des non négociables. Et en gros, tu vas te cloner sur le LLM que tu utilises, tu vois ce que je veux dire. Et après, derrière, tu repasses, évidemment, mais je pensais que tu l'utiliserais pour te faire gagner beaucoup de temps, pour te sortir des inspirations de plans, par exemple, sans que ça dévalorise ton travail, parce qu'en fait, c'est juste ta méthode que tu implémentes pour qu'elle soit réalisée plus. Alors, ça reste ta méthode. Ouais, pour les plans, c'est un peu différent. Et un autre auteur qui utiliserait l'IA avec le même prompt n'aurait pas le même résultat, parce qu'il n'y a pas ta méthode. Oui, dedans, bien sûr. Alors, pour les plans, c'est un peu différent. En fait, pour vraiment les recherches, pour ce qui est du plan, etc., pourquoi pas, en fait. Tu lui dis, voilà, par exemple, tu peux lui envoyer tes notes et lui dire, ok, peut-être, est-ce que tu peux, si tu lui envoies tes notes, tu lui envoies ton fil rouge, ton machin, est-ce que tu peux me sortir un plan clair? Pourquoi pas, tu vois. Moi, je parlais vraiment dans la génération pure et dure de texte et de voix off. Déjà, il faut savoir que l'IA, je trouve, dans la génération de texte, bon, en général, est plutôt bonne, on va dire, mais quand il s'agit de générer du texte pour YouTube, justement, ce truc très oral, de mettre des hésitations, c'est zéro. Pour moi, le vomi GPT, il est assez... vraiment, c'est pas bon. Les 3 mots. Ouais, c'est pas bon. Et puis ça se voit, il y a toujours les mêmes codes, elle reprend un peu les mêmes codes, des phrases très courtes ou certains signes de ponctuation qu'on retrouve souvent dans les textes IA. Et donc, ça se voit direct, en fait. Même moi, je pense maintenant que si on montre une vidéo qui est purement écrite par IA et une autre qui n'est pas écrite par IA, juste à la manière dont sont construites les phrases, je pourrais te dire c'est cette vidéo qui a été écrite par IA, tu vois. Pas juste parce que le texte est pas bon en lui-même, parce que le texte pourrait être bon techniquement, mais dans la manière dont comment le texte est construit et les mots employés, je pourrais te dire si le texte est fait par IA ou pas, quoi. Très clair. Et est-ce que du coup tu te sens menacé, parce que là c'est à l'instant T, on se dit ça, mais est-ce que tu as peur que dans 1 an ou dans 2 ans, par contre, les LLM deviennent suffisamment performants, on va dire, pour reproduire parfaitement ton style? Je pense que c'est indéniable que, de se sentir ce serait mentir que de dire qu'on se sent pas du tout menacé, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres métiers. Maintenant, c'est aussi pour ça que cette casquette de chargé de prod un peu plus dans des tournages, etc., j'essaye de progresser là-dedans, parce que pour le coup, on pourra jamais, une IA pourra difficilement remplacer un mec, tu vois, qui fait de la logistique, qui organise ce genre de trucs, etc. Gab, là-bas, c'est une IA, hein. Gab et Kira. Mais pour le coup, je pense que l'IA dans la génération de texte va faire que s'améliorer, évidemment, même si c'est malheureux, et je pourrais comprendre sur le moment que des gens se refusent à payer un auteur 1500 balles et préfèrent utiliser l'IA. Maintenant, faut savoir que voilà, quand moi j'arrive, je propose un truc qui est plus que juste de la génération de texte. Donc déjà, je trouve qu'il y a une valeur ajoutée par rapport à juste taper son prompt dans une IA. Et maintenant, se sentir menacé, c'est le cas. Et du coup, j'essaye de pallier à cette menace en proposant toujours de plus en plus de choses dans mes processus, en justement en me diversifiant, en essayant d'aller un peu plus vers la production, etc. Donc oui, je me sens menacé et oui, j'essaye d'y faire face, quoi. Ok, donc c'est pour cette raison en bonne partie aussi que tu essayes d'explorer d'autres pistes, quoi. Pas forcément, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. C'est après la production, par exemple, l'organisationnel, tout ce qui est idéation, etc. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Tu vois, faire du brainstorm, inviter les gens à faire des tournages, tout ça. Moi, c'est un truc que j'aime bien, à faire de l'événementiel, un peu, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc
C'est en partie pour ça, et c'est pour aussi parce que j'aime bien, parce que j'ai envie d'avoir cette multicasquette d'un mec qui touche un petit peu à tout, tu vois. Même s'il y a des trucs que je me ferme complètement. Je ne ferai jamais de montage, je ne ferai jamais de miniature, c'est absolument pas de mon domaine, je m'y connais absolument pas, et je ne veux absolument pas y être dedans. Parce que, je veux dire, ça sert à rien de savoir faire des miniatures, des montages, du texte, de être chargé de prod, ça sert à rien de savoir tout faire en même temps. Il vaut mieux se spécialiser dans un truc ou deux max, plutôt que d'être moyen dans tous les domaines, je pense. Je suis d'accord. On parlait de tes tarifs juste avant. En termes de revenus pour toi, en termes de stabilité, enfin déjà, est-ce que t'es freelance, t'es en auto-entreprise ou est-ce que t'as une société comment ça marche? Alors, je suis encore en freelance, mais je suis en train de me diriger vers créer une entreprise parce que les plafonds de freelance sont un peu compliqués en France. Donc voilà, pour l'instant, on va dire que je suis en freelance, je fais mes tarifs classiques. À la fin de mes prestations, je fais une facture normale et voilà. C'est jamais stable en vérité. Maintenant, en fait, si on voit, si on prend une moyenne sur l'année, c'est stable. Au final, t'as une moyenne stable. Mais je veux dire, en gros, tu travailles pas forcément sur chaque vidéo pour tes clients, c'est-à-dire des fois on fait appel à toi ponctuellement. C'est pas par exemple le créateur X sort une vidéo par mois, tu sais que t'as un script par mois. Alors, il y a stable dans les mois. Donc, il y a des mois où je fais pas beaucoup, d'autres où je fais énormément. Parce qu'en fait, déjà, ça dépend de quand est-ce que les créateurs payent. Des fois, il y en a qui payent à la toute fin du script, d'autres qui payent quand la vidéo sort. Donc, des fois, tu peux avoir aucune de tes vidéos que tu as écrites qui sort dans un mois, par exemple, et du coup tu vas gagner je sais pas, peut-être 500 balles dans le mois, et d'autres où en fait t'as genre 5 vidéos qui vont sortir le mois d'après, et ben là tu vas être à 5000, 6000, 7000 le mois, tu vois. Donc en fait c'est après, quand tu fais une moyenne sur l'année, tu t'en sors bien, mais voilà. Pour ce qui est de la régularité, on va dire, est-ce que c'est stable dans les vidéos en elles-mêmes, ça dépend des créateurs. Il y en a, c'est très situationnel, on va dire. C'est-à-dire qu'ils me contactent 1, 2, 3 fois max par an pour faire un script qui dure, je sais pas moi, ça dure un mois à peu près. Et j'écris une vidéo sur 2, une vidéo sur 3, une vidéo sur 4 peut-être même. Il y en a non, et il y en a où des fois j'ai fini un script pour eux et on m'en renvoie un direct après, tu vois, voire même on m'en envoie un alors que j'ai toujours pas fini celui d'avant, tu vois. Donc ça dépend des créateurs avec qui je travaille. Il y en a même d'autres carrément où ça a été une seule fois, tu vois, pas parce que ça s'est mal passé, mais parce qu'ils voulaient une prestation, je sais pas, ils voulaient faire une bonne vidéo, donc ils ont fait appel à, comme tu veux une super miniature un peu plus travaillée par exemple que celle que tu pourrais faire de base, bah, peut-être que tu vas payer un peu plus pour faire une miniature stylée, pour je sais pas, tu veux mettre une vidéo en avant ou je sais pas. Bah, on m'a déjà fait appel à moi pour une seule vidéo, pour je suppose un travail peut-être plus qualitatif et donc ça m'est arrivé de faire une seule vidéo pour quelqu'un, pour sa chaîne. Ok, très clair. On parlait aussi de l'IA juste avant, mais j'avais un petit point, une petite question à te poser sur les outils. Est-ce que de la même manière que dans le montage, il y a des outils un peu game changer, tu vois, par exemple pour les allers-retours avec le client, le créateur, genre Frame, ouais. Voilà, ou si t'as pas ça, tu sais que t'es en galère, genre quand tu travailles avec un monteur et que t'envoies un lien Google Drive, tu pleures du sang généralement. Enfin, en vrai, tu pleures pas du sang, mais c'est un peu relou. Est-ce qu'il y a des équivalents dans ton métier ou pas? T'écris sur quoi? Sur Word, Google Docs, Notion Alors, moi j'écris sur Notion et Google Docs. Ça dépend encore une fois avec qui je travaille. Il y en a c'est Notion, il y en a c'est Google Docs. Ok, donc après c'est classique aller-retour commentaire. Ouais, classique aller-retour commentaire. Est-ce qu'il y a des pratiques un peu game changer qui te font gagner du temps ou qui font gagner du temps aux créateurs? Pas spécialement. Le mode suggestion de Google Docs c'est bien. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bien sûr, oui. Donc le mode suggestion. Ça évite les commentaires qui voilà, sont hyper chiants. Pour ceux qui savent pas, c'est le créateur ou toi peuvent modifier du texte, supprimer du texte et en ajouter, tout en ayant le reste du texte qui est barré, et du coup on voit les modifications que la personne a faites et donc on peut les valider ou ne pas les valider. Donc le mode suggestion, pas tout le monde l'utilise, mais je trouve ça super bien. Et c'est vrai, c'est pas sur Notion si je me trompe pas, alors que sur non, Google Docs ça y est. Pas de Notion. C'est un peu l'équivalent du Frame, c'est-à-dire que entre recopier le texte qui est mis dans un commentaire, remplacer truc, tu valides juste les modifs. C'est ça. Donc le mode suggestion, par exemple, pour passer une V à une V2, donc imaginons on fait les allers-retours avec un créateur, le créateur me dit je veux que tu modifies ça, et ben moi je vais faire en mode suggestion, comme ça il aura le avant et le après, il aura juste à cliquer sur un bouton et les modifications vont se merge avec ce qu'il y a de base dans le script. Donc le mode notification j'utilise avec certains créateurs et je trouve ça vraiment bien. Maintenant sur Notion ou ceux avec qui on n'utilise pas le mode suggestion, bah c'est très voilà, on fait des retours classiques par commentaire, ou généralement on s'appelle justement et moi il me dit voilà, ici je veux que tu modifies ça et moi je le fais. Donc ouais, non, il y a rien de game changer on va dire dans le truc. Le truc game changer c'est plutôt entre justement, je pense que c'est game changer, on me l'a souvent dit, les monteurs me sont dit, c'est entre les rédacteurs et les monteurs, quand tu mets justement, je parlais tout à l'heure, tout ce footage, tout ce truc qui peuvent aider le monteur ensuite à faire la vidéo, quoi.
Ça, je pense que c'est game changer pour les monteurs, mais ouais. Est-ce qu'il y a une fois où on t'a dit que ton script était nul? Genre vraiment, on t'a mis tu t'es pris un mur quoi sur la livraison de ton script? Non, jamais. C'est jamais arrivé? Ok. Ça m'est déjà arrivé de faire plusieurs versions. Alors des fois la V1 suffit, c'est rare, mais la V1 suffit des fois. Souvent on va en V2, rarement en V3, très rarement. Et après il y a des scripts où ça peut aller jusqu'à la V4 quand c'est des scripts très complexes, des choses comme ça. Maintenant, ça m'est jamais arrivé qu'on me dise c'est nul, ni même qu'on me dise c'est pas bien. On me dit il y a des trucs à modifier, on me dit j'aimerais, voilà, les classiques modifications, parce que un script n'est jamais parfait, que ce soit toi qui le fais ou le créateur lui-même qui le fait. Un script en vrai ne sera jamais parfait, comme une vidéo ne sera jamais parfaite en vérité, je trouve, hein. Et donc il y a toujours, tu peux pas toujours viser juste en fait. Bah oui, au bout d'un moment faut arrêter, c'est comme le montage, tu peux continuer un montage à l'infini. Oui, c'est un peu ça. Il peut y avoir qu'une V1 si jamais il y a très peu de modifs et qu'en fait ça suffit, que le créateur peut le faire lui-même parce que c'est des petites tournures de phrases, etc. Maintenant il peut y avoir un peu plus de problèmes. Maintenant qu'on me dit c'est nul, non, ça m'est jamais arrivé. Très clair. Est-ce que t'as déjà en revanche des projets qui ont floppé même si les scripts étaient bien, que les collaborations se sont bien déroulées, que toi t'étais content, le créateur aussi? Alors des déceptions, on va dire. Ouais, c'est déjà arrivé. Il y en a une vraiment vénère. Et après, d'autres, on va dire un peu moins, voilà, c'était plutôt bas de panier, mais ça va encore. Il y en a une typiquement où on était super fiers surtout du sujet. On adorait le sujet et c'était un des rares sujets que j'avais proposé moi, où j'ai dit regarde, il y a ce sujet-là, peut-être qu'on pourrait le faire. Donc on avait trouvé une super storyline, on avait vraiment écrit la vidéo et tout, et la vidéo a fait, on va dire, vraiment la moyenne basse de la chaîne, donc on était un peu dégoûtés. Et j'ai un autre exemple qui lui est vraiment, lui c'est vraiment terrible. C'était avec quel créateur, pardon? Ça c'était avec Haiku dont je parlais. Oui. Et là, la vidéo dont je vais parler, donc c'est une vidéo qu'on a écrit, donc elle fait 40 minutes, c'est un gros documentaire sur les animés, cette fois-ci c'est pas le jeu vidéo mais c'est sur les animés. Et donc on voulait vraiment faire le truc bien, on a fait une super vidéo, le montage il a pris 200-300 heures, je sais plus combien, donc vraiment un truc énorme. Le client avec qui je travaille, il a voulu marquer le coup et prendre un super miniaturiste. Bon, il avait le budget pour cette vidéo, on avait une OP en plus, donc il n'y a pas de souci, entre guillemets, c'est pas ruiné pour ça, mais il a demandé à un miniaturiste 500 € la miniature. Donc c'est une miniature dessinée à la main, vraiment un truc vraiment hyper quali, le miniaturiste qui avait travaillé pour Amine, des trucs comme ça. Et en fait, la vidéo a fait genre 20 000 vues. Ah merde. C'était un peu terrible. Alors qu'il faisait combien d'habitude? On va dire entre 60 et 200 000 quoi. Ah oui, ok, donc c'est une vraie sous-performance quoi. Ouais. Elle, c'est la pire vidéo de sa chaîne. En fait, c'est un créateur qui, peut-être que tu connais, il s'appelle Théo MCX. C'est le mec qui a sa gimmick de je vous présente des animés tous les jours sur TikTok. Voilà, c'est lui. Et en fait, il s'est lancé dans le format long. Et donc, les vidéos qui marchent le mieux, c'est les présentations d'animés, mais format long. Parce que forcément, sa commu est habituée à ce qu'il présente des animés. Donc, les vidéos où il présente des animés font 200 000. Par contre, quand il essaye de changer, tu vois, de transformer sa communauté avec des vidéos de storytelling, il fait entre 20 et 70 000 vues, quoi. C'est très compliqué. Et celle-là a été un flop monumental. Donc, ça, c'était terrible. On a mis du temps à s'en remettre. Ah, c'est dur, mais c'est un bon apprentissage. Est-ce que tu penses que pour être une chaîne storytelling à succès, il faut imposer le format dès le début, ou que c'est quand même possible de switch? Je pense que c'est possible de switch, mais ça prend longtemps, il faut le faire bien, et forcément que tu vas perdre de ta commu dedans. Alors lui, le truc c'est qu'il continue aussi les formats courts, il continue à faire ses présentations d'animés en format court, pardon. Et donc il va pas forcément perdre de commu. Maintenant, si t'es là, tu fais des shorts et d'un coup tu veux passer du tout ou rien, tu veux faire tes formats longs qui n'ont rien à voir, évidemment que ça va être dur, tu vas faire beaucoup moins de vues que tes shorts, tu vas perdre des gens, ça c'est normal. Maintenant, je pense que c'est toujours possible. Après, évidemment, avoir un concept et le faire, on va dire, depuis des années, c'est ce qui marche le mieux. Enfin, tu commences à faire du storytelling, forcément, tu te crées une communauté qui est basée sur le storytelling, donc ils vont être plus à même de regarder ce genre de contenu. Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience ou un accrochage avec un créateur, par exemple? Une mauvaise expérience, non. Enfin, en fait, c'est jamais arrivé que j'ai eu des différends avec un créateur. Moi, je te dis, comme je parlais tout à l'heure, l'adaptabilité, c'est très important. Que ce soit dans l'écriture de la personne, mais aussi dans ses manières de fonctionner, dans sa manière de penser, etc. C'est hyper important de s'adapter au mec avec qui on travaille. Donc, j'ai jamais eu vraiment de gros différends avec des créateurs. J'ai peut-être eu un moment où c'est plus quelqu'un que j'ai déçu professionnellement parlant, plus que vraiment on s'est embrouillé, etc. Que professionnellement parlant, en plus, maintenant dans le perso, on s'entend très bien, il n'y a pas de souci et tout, mais en gros, j'ai été. C'est surtout moi, enfin, c'est ma faute en vérité, c'est que j'ai été assez naïf. C'est que, en fait, je travaillais pour lui quasiment en exclusivité. J'avais pas de contrat d'exclusivité, mais je travaillais avec lui en exclusivité. Et en fait, moi, je savais faire du storytelling dans le jeu vidéo. Et donc, à ce moment-là, il me dit écoute, j'aurai moins de contrats pour toi, je pense. Donc,
tu peux peut-être aller chercher d'autres contrats. Pareil, j'ai pas de contrat d'exclusivité, mais voilà. Et donc, je vais voir d'autres gens, et moi, je me dis quoi? Dans ma tête, je me dis, ok, je sais écrire du storytelling dans le jeu vidéo, je vais aller voir des gens qui écrivent du storytelling dans le jeu vidéo. Logique. Alors, c'est-à-dire que je suis allé voir la concurrence directe, donc on va dire tout ce que j'avais pu apprendre avec lui, tous les mécanismes qu'il utilisait et tout, inconsciemment, tu les réutilises quand tu travailles avec d'autres personnes, en fait. Et donc, forcément, ça s'est pas très bien passé. Au début, c'était plutôt là en mode, bon, on peut peut-être essayer de cohabiter entre les deux. On va dire, que les deux, ça marche bien, mais s'il y a des conflits sur les sujets, etc., ça va être compliqué de s'entendre, etc. Et alors, pour le coup, donc j'ai été très naïf sur le coup de me dire, lui, il pensait que j'allais aller voir d'autres, soit du storytelling hors jeu vidéo, soit des gens qui ne font pas du storytelling. Et donc, parce que vraiment, storytelling jeu vidéo, en France, il y en a de vraiment... Il n'y en a pas 50, quoi. Voilà, il y en a 5-6 qui sont vraiment gros, on va dire. Et donc, j'ai été peut-être un peu naïf de ma part. Et donc, il me dit, ok, peut-être sur le moment, ça va aller, mais le jour où il y aura un conflit de sujet et tout, ça va être problématique. Au début, ça allait. Vraiment, j'ai vraiment pas eu de chance après, mais une semaine après, conflit sur non pas un, mais 2 sujets en même temps. Donc, je l'appelle, je dis, écoute, vous voulez tous les deux faire 2 fois le même sujet? Et c'est là où elle a dit, bah ouais, mais ça, je t'avais prévenu, en fait. Donc, et sur le moment-là, je me suis retrouvé comme un con à devoir, limite un ultimatum, tu vois, à choisir entre les deux. Un peu, donc j'ai dû forcément choisir. Maintenant, ça se passe très bien avec les deux. J'ai toujours de temps en temps quelques contrats avec la première personne et on s'entend très bien personnellement parlant. Voilà, il y a aucun souci là-dessus. Maintenant, voilà, c'est vrai que j'ai pu le décevoir professionnellement parlant, je pense. Sur le moment, j'étais plus jeune, dans mes débuts, donc ouais. Tu dis le nom de ce heal ou pas? Oui, je peux. Bah, c'est Combo en fait. Okay. C'est Combo où, pour le coup, il m'avait dit tu peux aller chercher d'autres contrats parce que j'aurais beaucoup moins de travail donné. En fait, il voulait réduire le rythme de production des vidéos pour améliorer la qualité. Donc, passer de. Je sais pas, il en sortait peut-être 3 tous les 2 mois ou une par mois à vraiment une tous les 2 mois, une tous les 2 mois, une tous les 3 mois, quoi. Un truc comme ça à peu près. Et donc, du coup, il m'a dit bah, en fait, genre, j'aurai beaucoup moins de scripts pour toi. Il y a déjà des scripts que moi je vais écrire. Donc, en fait, je te conseille. J'ai moins de taf pour toi, quoi. Voilà, j'ai moins de taf pour toi. Je te conseille d'aller voir d'autres personnes. Et en fait, sur le moment, bah oui, c'est passé ça. Et il me dit, écoute, je pense qu'avec moi, enfin, tu vois, il y avait cet ultimatum un petit peu de choisir entre les deux. Et il me dit, je pense qu'avec moi, je te conseillerais de partir avec l'autre, en fait, de partir avec Haiku, du coup, parce que j'ai moins de travail à t'apporter que lui. Il aura sûrement plus de taf à t'apporter. En tout cas, si tu vises l'avenir et que tu cherches une stabilité. Même lui, il me disait, je pense pas qu'il faut que tu restes avec moi. Maintenant, il est tout à son honneur. Voilà, bien sûr. Maintenant, il fait toujours appel à moi de temps en temps pour certains trucs. Donc, on n'est pas vraiment fâché, ni même professionnellement parlant. C'est juste qu'il a été déçu sur le moment. Mais c'est vrai qu'on travaille plus comme avant. Dès qu'on finissait un script, il m'en renvoie un, machin, ensemble, quoi. Très clair. Ouais. On se rend pas compte parfois à quel point les idées, les conflits de sujets, d'idées de vidéos. Bah, dans le storytelling, c'est un énorme sujet. Enfin, souvent, les youtubeurs blaguent entre eux sur ça. Où tu sais, il y a le fait de créditer un peu de qui a été pris l'idée, etc. Vite fait. Aujourd'hui, en vrai, ça se fait, tu vois, tout le monde sait que voilà, les gens s'inspirent, mais quand il y a le même sujet en même temps, souvent par coïncidence d'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont dégoûtés, quoi. En fait, il y a de la personne avec qui tu t'inspires, donc ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Ce sont souvent les créateurs anglophones. Ouais. Et il y a surtout, avec en effet, les autres créateurs français. Moi, j'ai eu le cas d'à peu près tout. 2 créateurs qui veulent faire le même sujet, mais qui sont au courant. Donc généralement ils se mettent d'accord. Il n'y a pas trop de toxicité en soi, ça va, surtout dans le storytelling jeux vidéo, c'est plutôt des chill guys les gens, donc ils se mettent d'accord sur ok, je te prends le sujet et puis le prochain qu'on a en commun je te le laisse, tu vois. Ou alors t'as déjà fait pas mal de recherches, je t'achète ce que t'as fait et je m'en sers dans ma vidéo, et pareil, peut-être la prochaine fois c'est toi qui m'achètes les trucs ou quoi. Et la deuxième cas de figure, c'est ils le savent pas, ils font tous les deux la même vidéo, il y en a un qui le sort en premier. Et alors là, par contre, c'est la merde. Parce que toi, t'es là, t'as fait ton écriture, t'as employé un mec pour le montage, etc. Et quelques jours avant de sortir la vidéo, il y a un mec qui te la chip sous le nez, on va dire, même si techniquement, il n'est pas fait exprès, quoi. Il a juste fait son sujet. Là, c'est terrible parce que t'as perdu non seulement des milliers d'euros, t'as perdu du temps et t'as perdu une super vidéo parce que le mec, il l'a fait avant toi, quoi. Mais c'est comme ça, après, c'est la loi du plus fort. Et c'est aussi, est-ce que tu te commites dans des sujets d'actualité au risque que quelqu'un va les prendre, ou alors sur des sujets qui ont 10 ans, et voilà. C'est un gros sujet, ça. Ouais, bon conseil en vrai aussi qu'on peut donner que vous soyez monteur, auteur, ou voilà, quel que soit votre métier, si vous travaillez avec des créateurs, attention effectivement au conflit d'intérêts quand les créateurs sont dans les mêmes niches.
c'est valable si vous êtes monteur aussi. Il y a un peu parfois une guerre des talents. Et voilà, je sais que le débauchage, comme dans les entreprises classiques, peut faire un peu de dégâts, donc il faut faire attention à ça. Ouais. C'est le cas. Tu me disais du coup que tu travailles principalement sur 2 types de projets distincts. Donc il y a les formats storytelling sur YouTube, et le deuxième, qu'est-ce que c'est du coup ? Alors du coup, c'est ce que j'aime appeler le let's play narratif, même si en vrai, chacun l'appelle comme il veut. En fait, donc il y a donc ce côté storytelling, très recherche, très se creuser la tête sur la storyline, etc. Et après, moi, je fais donc aussi du let's play narratif, qui est globalement souvent les streamers. Qui font un let's play en live, donc ils jouent à un jeu vidéo, et ils font, je sais pas moi, ils finissent le jeu vidéo à 100%, j'en sais rien, peu importe ce qu'ils font. Et donc en fait, le let's play narratif, c'est tu prends les rediffs de ce streamer. C'est un peu une sorte de dérochage qui remplace les recherches, en fait, parce que du coup, il n'y a pas besoin de recherche. Donc moi, en fait, je regarde l'entièreté de ces rediffs, et du coup, je fais des annotations sur à quel timer et qu'est-ce qui se passe à quel moment, quoi. Donc en fait, il y a 80% du dérochage qui est fait par moi, entre guillemets. Et donc je regarde toutes ces rediffs, des fois c'est 10, des fois c'est 80 heures de rediff, quoi. Et en fait, j'écris un script sur qu'est-ce qui se passe dans ces rediffs. C'est en fait un let's play narratif. Je raconte qu'est-ce qui se passe. Alors le créateur me dit au début, voilà, je vais faire une vidéo sur le 100% de tel jeu et tous les succès du jeu, j'en sais rien par exemple. Et donc moi, je vais raconter comment est-ce qu'il a obtenu tous les succès, comment est-ce qu'il a obtenu le 100%. Est-ce que, je sais pas, moi, il y a eu peut-être des boss, des trucs impressionnants qui se sont passés, des retournements de situation. Et donc il y a un mix, là, il y a vraiment un mix entre la voix off et des moments de stream, du coup, des rediffs, entre guillemets. Donc une sorte de compilation de best-of qui dure 10 secondes, 1 minute, machin, entrecoupé de voix off. Et donc moi, j'écris les voix off, j'écris ces voix off, et je mets les timers, justement, et à quel moment doivent se situer justement ces parties extraits de stream, quoi. T'as des exemples un peu connus pour qu'on fasse la différence. Je pense au format, notamment le live enfermé qu'avait fait Kameto. C'était un format qu'on peut qualifier de let's play narratif, en l'occurrence, qui avait été narré par The Great Review. Du coup. Un peu, ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. Si il y a D7 qui fait ça aussi. Ouais, c'est pour lui que je travaille en partie, voilà, qui fait ses platines justement sur la Play. J'écris ces vidéos à Dawson. On en a monté certaines. C'est vrai, voilà. Du coup, j'ai J'avais oublié que c'est toi qui les faisais. Ouais. Voilà, j'ai écrit, c'est ça. Bon, alors lui, c'est typiquement un des clients avec qui c'est pas très régulier. C'est 2-3 scripts par an, tu vois, typiquement. Mais voilà, côté storytelling, il y a Combo, Haiku notamment, Théo MCX, on en parlait tout à l'heure. Il y en a, c'est un peu mixé entre les deux. Mais par exemple, Julgan, Josplay, Dawson, D7, tout ça c'est du let's play narratif. De temps en temps, par-ci par-là, il y a une petite vidéo, notamment pour Julgan, ça arrive un peu pour Josplay, Dawson, Jabé, de storytelling. On va raconter une histoire, on la raconte. Mais souvent, avec ces créateurs-là, c'est du let's play narratif, justement, de récupérer ces fameux extraits de live et d'en faire une vidéo mi-voix off, mi-extrait, quoi. Très clair. Est-ce que tu pourrais maintenant m'expliquer un peu, étape par étape, comment est-ce que tu écris un bon script pour une vidéo storytelling sur YouTube ? C'est quoi les étapes, un peu les cases à cocher ? Et après, même chose pour le let's play narratif. En fait, la checklist, c'est facile. C'est brainstorm sur le fil rouge et la storyline si on l'a pas déjà. Ou en tout cas, voilà, comment on peut la malaxer, comment on peut la manier pour en faire une bonne vidéo, comment on peut la tourner, quoi. Tu pourrais me donner un exemple d'une vidéo que t'aimes bien, en tout cas, dont t'es fier, dont tu trouves que le travail était... qu'on peut prendre à titre d'illustration, et tu vois, on découpe ces étapes-là avec cette vidéo. Alors... le combo, par exemple. Oui, la vidéo Super Mario Bros, par exemple, moi j'en suis très fier. C'est la vidéo que j'ai écrite qui a le mieux marché, que les gens ont beaucoup aimé. Ma vraie vidéo de cœur, on va dire que c'est la vidéo Hollow Knight, la toute première qui est sortie pour Combo, que j'ai écrit, la vidéo sur le boss impossible de Hollow Knight. Maintenant, je vais prendre, c'est plus facile en vrai de faire avec Super Mario Bros, parce que c'est un peu aussi une vidéo que j'apprécie particulièrement. Elle est super, c'est une vidéo où on s'est démené dessus, c'était 4 mois de production, donc voilà. Donc si on veut faire cette fameuse checklist, c'est ce sujet-là, on a le sujet, Super Mario Bros. On veut faire une vidéo sur le speedrun de Super Mario Bros. Qu'est-ce qu'on a comme storyline ? On débat de la storyline, comment est-ce qu'on la tourne ? Comment est-ce que, voilà, donc là, la storyline, c'est... Dans le speedrun, il y a un truc qui s'appelle le TAS, qui est le temps minimum que peut faire un robot, genre qui n'est pas humain, ça veut dire que c'est impossible physiquement de faire mieux que le TAS, parce que c'est un robot qui fait toutes les actions parfaites. Et bien là, en fait, dans Super Mario Bros, le speedrun fait 4 minutes 54, et donc c'est comment est-ce que les humains se rapprochent le plus en plus du TAS, et on arrive à des dixièmes de seconde proche d'un robot, et c'est les mecs, c'est des fous furieux, voilà. Et donc on a ces storylines là de
ok, c'est l'évolution du speedrun de Super Mario Bros. Tout en ayant ce truc de comment est-ce que les humains se rapprochent le plus de ce fameux TAS. Donc ça, c'est notre storyline, on a brainstormé dessus, etc. Ensuite, on part dans les recherches. Premier jet de recherche, on va dire. Très, très important parce que ça, c'était une très grosse vidéo sur les recherches. La vidéo qui a demandé le plus de recherches, je pense que j'ai écrit. Donc c'est 10, 20, 30 heures de recherche minimum pour faire ça. Ensuite, donc on a ce fameux plan, ce découpage d'axes de la vidéo. Tu sais, c'est souvent... Dans une vidéo storytelling, les parties sur YouTube, tu sais, il y a différentes parties. Bah, c'est un peu ça, en fait. Au final, le plan, c'est intro, tu finis par la conclusion, évidemment, et puis qu'est-ce que tu mets au milieu, les différentes parties de ta vidéo YouTube. Une fois que ça c'est fait, et généralement que le créateur a validé, surtout sur les vidéos grosses ou un peu compliquées, il faut obligatoirement que le créateur valide le plan. Eh ben, tu passes à, justement, grâce à tes notes et au plan, tu passes à la V1. Pareil, à la fin de la V1, le créateur, il valide. Ou alors il te dit bah voilà, je veux changer ces trucs là, machin, etc. Sur une vidéo comme ça, évidemment qu'il y avait il y avait une autre, il y a eu plusieurs versions. Et pendant que tu écris ta V1 ou voilà, généralement tu finis tes recherches, tu fais ton deuxième jet de recherche parce que là pour le coup c'était vraiment pas suffisant. Je pense qu'on était plutôt entre 70 et 100 heures de recherche sur ce sujet-là. Et donc c'est pour voilà, compléter des petits trucs dans ton script. T'as fait le gros des recherches au début et puis là tu fais le peaufinage quoi. Et donc une fois que t'as ta V1, tu passes à ta V2, pareil, valide la V2, est-ce qu'il y a besoin d'une V3 machin. Une fois que ça c'est fini, moi je mets les annotations de montage, les fameuses, le b-roll là pour les monteurs. Tout le footage, tout ce que surtout sur des sujets aussi techniques que ça, les monteurs ils arrivent, ils reçoivent le script, ils reçoivent la off, ils ont rien, ils connaissent pas le sujet, ils sont là et ils doivent se débrouiller avec un truc, c'est très compliqué. Donc ça c'est une vraie valeur ajoutée. Les monteurs plusieurs fois ils m'ont dit ok c'est cool machin et tout. Merci pour eux. Ouais. Et une fois que ça c'est bon, la vidéo part en post-prod, j'attends 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et demi, ça dépend combien met le montage. Et quand on arrive dans les versions finales, c'est là où je commence ce fameux fact-checking, de voir, surtout sur les vidéos, encore une fois, très techniques, où on parle de temps hyper précis, tu sais, vraiment des chronos au centième de seconde près, ou alors le nom de certains bugs, etc. Ben, ça peut être des trucs, et c'est déjà arrivé dans la vidéo Mario, il y avait des temps qui n'étaient pas bons au montage, et j'ai dit non, là, c'est pas le bon temps, c'est celui-là. Et donc, voilà, ce fact-checking, c'est on va dire, la dernière truc de la checklist. Ok, très clair. Et donc, du coup, sur le script en lui-même, comment tu maintiens la tension narrative, on va dire, comment tu maintiens le viewer en haleine? C'est quoi les grandes étapes? Donc, par exemple, voilà, tu parlais des formats courts. Format court, c'est important qu'il y ait un hook au début. Sur les formats longs, tu vois, il y a les patterns un peu qu'on connaît, tu vois, des mais donc, enfin, tu vois, ouais, oui. les éléments perturbateurs, etc. Je veux dire, c'est quoi, toi, ta recette un peu Ben alors, moi, déjà, il faut savoir que j'aime script. bien, je trouve qu'un bon script, enfin, une bonne vidéo, c'est une vidéo qui transmet des émotions. Peu importe quelles émotions, ça peut être la tristesse, une vidéo triste, ça peut être une vidéo qui est marrante, une vidéo qui est impressionnante, peu importe, mais une vidéo qui transmet des émotions, c'est toujours super. Et ça, c'est très compliqué de le faire avec des formats courts parce qu'il n'y a pas le temps. Mais une vidéo longue, t'as le temps. Donc, moi, je trouve que c'est important. Comment tu fais alors pour transmettre des émotions? En fait, pour le coup, ça dépend du script. Tu vois, si on parle de Super Mario Bros, c'est plutôt des trucs impressionnants. Ça peut être vis-à-vis du sujet. Le sujet en lui-même de base, quand tu as expliqué justement. Quand tu as posé à plat et que le viewer comprend l'enjeu du truc et que les mecs qui se battent pour des dixièmes et des dixièmes de seconde pour attraper littéralement la perfection, c'est pour ça la quête du speedrun parfait, elle s'appelle la vidéo. Là, ça devient une vidéo très impressionnante, tu vois. Typiquement, la vidéo on parlait tout à l'heure où j'ai organisé le tournage et qui va sortir aujourd'hui là ou demain pour coup, c'est une vidéo qui est plutôt triste. À la fin, c'est plutôt, on va dire, une bad ending, on va dire. Mais donc, en fait, donc ça commence avec le sujet. Et ton sujet, tu dois savoir si est-ce que ta vidéo est marrante, est-ce que ta vidéo est impressionnante, est-ce que ta vidéo souvent dans le storytelling les vidéos sont impressionnantes, tu vois, on parle de sujets ou de mecs qui ont fait des trucs de fou. Et après c'est des techniques au sein du script, c'est des montagnes russes en fait, des trucs de justement inclure des éléments perturbateurs, de tourner tes phrases et de faire tout le build-up en fait pour souvent ce qu'on appelle le climax en fait d'une vidéo, c'est soit le mec qui réussit à faire la chose impressionnante, soit il se passe le drame si ta vidéo c'est un truc triste. En fait, si tu l'annonces 30 secondes après avoir commencé à en avoir parlé, évidemment ça va marcher. Du coup, moi ce que je veux comprendre en te posant cette question-là, c'est comment est-ce que tu fais ça étape par étape? Est-ce que tu dis d'abord, ok, ce sera quoi le climax? Ou est-ce que tu dis d'abord, ok, je cherche un bon build-up sans savoir forcément comment t'amèneras le climax? Non, alors ce que ce sera. Par quoi tu commences en gros? Souvent, t'as le climax d'abord parce qu'en fait, ton climax, tu l'as dans ton plan. Quand tu crées ta storyline, je prends l'exemple de Super Mario Bros. En fait, tu connais ton climax à l'avance, tu connais la fin de ta vidéo. Hors conclusion, parce que c'est vraiment ça la fin de la vidéo. Qu'est-ce que tu veux raconter? On va dire, est-ce que tu veux donner une morale ou quoi? Ça, c'est la conclusion. Mais plan, ouais, c'est ce que tu disais, dans la fin, le climax, moi, j'ai souvent une partie qui s'appelle climax, 2 points, avec vraiment ce qu'il y a dans ce climax, tu vois.
Ok, donc du coup, si on donne un conseil à des créateurs qui écrivent eux-mêmes leurs vidéos ou à des gens qui veulent écrire pour des créateurs, ce que tu conseilles, c'est d'abord d'établir un plan avec le climax à la fin, donc c'est une très bonne méthode de l'écrire, quoi. Le climax, c'est ça, 2 points en une phrase, ça tient. En vrai, oui. Et est-ce que tu as d'autres choses sur ce plan à part le build-up, ou c'est juste intro, build-up, climax, conclusion? Non, moi j'ai beaucoup de trucs parce qu'en fait, par exemple, ok, je vais prendre l'exemple d'une vidéo peut-être plus facile et moins longue. Je vais prendre l'exemple. On peut garder l'exemple de Mario Bros. Le plan, il ressemblait à quoi, par exemple, si tu me le dis? Alors le plan, là, c'était un peu différent, mais en fait le plan, parce que ça se passe sur plusieurs générations, donc en fait le plan typiquement c'est introduction. Ensuite c'était comment est-ce que ce speedrun a débuté, les premiers pionniers, etc. Ensuite il y a eu, on va dire, les prodiges, ceux qui ont réussi à faire des bugs que tout le monde pensait que l'être humain ne pouvait pas faire, tu vois. Donc qui ont commencé à se rapprocher et à rentrer dans la même seconde que la perfection. Et puis ensuite il y a eu la fin, les personnages finaux, on va dire les jeunes, la nouvelle génération de mecs qui en fait, là on parle plus de la même seconde, on parle des mêmes centièmes de seconde et qui arrivent à pousser les limites le plus loin possible, tu vois. Par exemple, ou alors si je prends l'exemple d'une autre vidéo, par exemple. Intro, contexte, build-up, climax. Ouais, si on prend vraiment en général, tu vois. Mais après, par exemple, je prends l'exemple d'une vidéo un peu plus simple à comprendre, la vidéo Hollow Knight. La vidéo Hollow Knight sur le boss impossible d'Hollow Knight. En fait, c'était intro. Ensuite, c'était qu'est-ce qu'Hollow Knight, machin, le classique contexte. Évidemment, toujours donner un contexte, c'est important. Parce que pas tout le monde connaît le jeu dont tu veux parler ou quoi. Et ensuite, le boss en question, qui s'appelle donc Eni Radiance, est genre un boss extrêmement compliqué. Le créateur l'a conçu pour qu'il soit impossible. Sauf que les joueurs, se racontent la vidéo, c'est que les joueurs d'Hollow Knight sont complètement fous. Et qu'ils tentent de faire ce boss qui est réputé comme impossible. Il s'avère que, en fait, là, la vidéo, elle est vraiment découpée en 3 axes, tu vois. Et en fait, il y a 3 climax, on va dire. Le premier, c'est les joueurs qui commencent, découverte du boss, qu'est-ce que c'est que ça, c'est vraiment impossible et tout. Et en fait, il s'avère que le premier climax, c'est ok, on a réussi à faire le boss. Un jour, il y a un mec qui arrive, machin. Ensuite, tu vois, on divague un peu, on part dans des histoires de triche. Tu peux divaguer et faire un genre d'aparté sur ta vidéo. Donc en fait, on dit ok, il y a un mec qui a réussi, machin, mais en fait, c'est un tricheur. Donc tu vois, on divague le truc. Et puis ensuite, on part sur, ok, le créateur a le seum, parce que les gens ont réussi à faire ce qu'ils pensaient impossible, donc il va créer le 2.0, Eni Radiance 2.0, deuxième boss. Pareil, même gimmick. Ok, là, est-ce que c'est vraiment impossible? Les joueurs, ils ont réussi à le faire pour une première fois. Est-ce que celui-là, est-ce qu'il serait pas vraiment impossible? Pareil, deuxième climax, tu sais, montage un petit peu épique, montage machin, les joueurs le réussissent. Et donc là, le troisième climax, c'est le troisième boss qui, pour le coup, lui, est vraiment, littéralement, probablement impossible, mais que les joueurs essayent quand même de faire. Pour le coup, ils ont même pas réussi, et ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'il est sorti, ils ont même pas réussi à faire ne serait-ce que 20% du boss sans mourir, tu vois. Donc là, pour le coup, il y a des chances qu'il soit vraiment impossible, mais en fait, tu peux très bien avoir plusieurs climax dans ta vidéo, tu peux avoir, tout dépend, en fait. Tu peux avoir un climax, la vidéo Fear and Hunger, typiquement, que j'ai pas écrite, qui a un seul climax, c'est la fin. Tu peux avoir des climax différents, il peut y avoir plein de choses différentes, en fait. Ok, très clair. Et un let's play narratif, alors, les différences majeures avec une vidéo storytelling, quand tu reçois un brief pour un let's play narratif versus un script pour une vidéo storytelling, c'est quoi les différences? Comment t'abordes? Alors, ça a absolument rien à voir, du coup, en effet. Donc moi, on m'envoie généralement quand même les mêmes mécaniques, non, de contexte, build-up et climax? Alors, pas forcément. D'accord. Pas forcément, parce que généralement, voilà, on me dit, j'ai fait une vidéo sur tel jeu, je sais pas, GTA 5 par exemple. Je fais une vidéo sur GTA 5, j'ai fait un let's play sur GTA 5, tous les succès de GTA 5. Je veux faire une vidéo, j'ai 100% GTA 5 et tous les succès. Généralement, ça se passe comme ça. Moi, je reçois les rediffs, donc je commence à regarder les rediffs. Là, du coup, il n'y a pas de recherche, ou très peu. Il faut peut-être rechercher qu'est-ce qu'il faut faire sur certains succès pour pas dire des conneries quand tu écris ton script ou quoi. Mais généralement, il faut juste regarder les rediffs. Il y a peut-être 5 heures max de recherche et après le reste, c'est les rediffs. Donc, tu regardes tes rediffs, moi, je prends des notes. Et puis, une fois que j'arrive à. Alors, je regarde pas toutes les rediffs et après, j'écris par-dessus mes notes parce que je vais oublier des choses, etc. Donc, généralement, je regarde 1 heure ou 2. Je prends des notes sur 1 heure ou 2 et ensuite j'écris le passage de cette heure ou 2 en mettant bien les timers, en mettant ce qui se passe, etc. Et voilà. Et puis pour le coup, là c'est très linéaire. Il y a pas de, il y a un fil rouge mais qui est directement donné par le titre, la limite de la vidéo. Tu sais c'est quoi le fil rouge avant même que tu aies cliqué sur la vidéo. Tu vas voir un créateur faire le 100% d'un jeu et ce sera mi-voix off, mi-extrait, ça normalement tu le sais. Et donc là pour le coup tu récupères tes voix off, tu récupères tes extraits pardon, et c'est pour le coup là c'est un vrai travail plus de scénarisation aussi, parce que alors il y a aussi un travail de scénarisation dans le storytelling de comment est-ce que tu tournes ce fil rouge, mais là c'est un travail de scénarisation parce que c'est le rédacteur de script, c'est l'auteur qui décide de qu'est-ce que tu mets dans la vidéo. Si moi il y a des extraits que je ne mets pas, ils seront pas dans la vidéo évidemment. Il y a 60 heures de rush, tu vas pas mettre les 60 heures de rush parce que la vidéo faut qu'elle fasse 1 heure, je sais pas. Donc c'est vraiment un travail de scénarisation
aussi, et de rédaction évidemment, mais c'est quels extraits tu mets dans ta vidéo, qu'est-ce que tu racontes en fait, et qu'est-ce que tu skips complètement qui est pas intéressant, tu vois. Il y a des fois où je regarde un let's play de 60 heures, et ben il y a 10 heures qui partent totalement à la trappe d'affilée parce qu'il se passe absolument rien dans le truc, tu vois. Très clair, merci beaucoup. On arrive gentiment vers la fin, mais j'avais quand même quelques questions de plus à te poser. J'espère que tu passes un bon moment, en tout cas c'est enrichissant pour moi. Est-ce que tu penses que le marché du coup de la rédaction pour les youtubeurs en fait est saturé aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour de nouveaux auteurs? Est-ce que toi tu ressens qu'il y a beaucoup de demandes de la part des créateurs sur YouTube pour ça ou pas trop? Alors je pense que évidemment il y a moins de demandes que des monteurs par exemple. Tout le monde a besoin d'un monteur, pas tout le monde a besoin d'un rédacteur de script auteur. Donc forcément s'il y a autant de monteurs que de rédacteurs, il va y avoir un problème côté rédacteur avant les monteurs, ça c'est sûr. Maintenant je pense que c'est un métier qui se démocratise de plus en plus évidemment parce que on se rend compte que quand tu veux avoir des plus grosses productions, que tu commences à faire beaucoup de vues et que tu veux vraiment te professionnaliser, voire soit améliorer, soit faire plus de quantité dans tes contenus, tu peux pas évidemment tout faire tout seul. Il faut des gens qui écrivent pour toi. Le problème c'est que généralement tu peux avoir plusieurs monteurs, c'est rare que les gens aient plusieurs rédacteurs de script, donc forcément entre le fait que pas tout le monde en ait besoin, le fait que généralement t'en as qu'un voire deux maximum et tout ce genre de trucs là, évidemment le marché est plus saturé je trouve chez les rédacteurs de script. Moi je connais plein de gens qui galèrent, qui essaient de trouver des clients. Il y en a qui arrivent parce que il y a toujours des mecs qui sont en transition et qui se disent maintenant j'ai besoin d'un rédacteur de script, alors qu'avant c'était pas le cas, donc ça libère des places toujours, mais c'est pareil pour les monteurs. Et donc c'est compliqué je pense de se dire maintenant ok je veux me lancer, genre j'ai aucune expérience et je veux me lancer maintenant en tant que rédacteur de script. Je pense que c'est compliqué. Ce serait quoi 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer justement dans la rédaction de vidéos YouTube? Alors, le premier, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'adaptabilité. Faut vraiment s'adapter à tout type de trucs, que ce soit dans les outils de travail. Si t'es un mec qui écrit sur Notion, il faut que tu écris sur Notion. Alors, ça paraît con, parce qu'entre Notion et Google Docs, il n'y a qu'un pas, mais ok, c'est dans les outils de travail, dans la manière de travailler, il faut s'adapter. Dans la manière d'écrire, il faut s'adapter. Comme un monteur copie le style de montage de la personne, un rédacteur doit copier le style d'écriture de la personne, ce qui est peut-être je me trompe, mais plus dur. Parce que vraiment, un style d'écriture, c'est un truc qui est pas visuel, c'est un truc très compliqué à comprendre, c'est des tournures de phrases très spécifiques, c'est des mots à certains endroits. C'est vraiment un peu comme si tu apprenais une langue, en fait, un petit peu pour chacun des créateurs. Donc, l'adaptabilité, très important. Faut pas se cantonner à avoir un seul style d'écriture qui est le tien, parce que sinon, après, évidemment, ce sera pas parfait, tu pourras jamais copier à 100% un créateur, mais voilà, l'adaptabilité, très important. Deuxièmement, la passion, évidemment. Si t'es pas passionné d'écriture, c'est compliqué. Je pense que tu peux quand même le faire, mais peut-être. En fait, si tu veux que ça devienne ton métier, faut que tu sois passionné. En fait, je veux dire, moi j'ai la passion d'écrire, mais je pense que si je l'avais pas, ça aurait été, j'aurais probablement pas fait ça. Donc être passionné d'écriture, être passionné peut-être de lecture, ça peut être tout ce qui touche à ça. Et en troisième conseil, peut-être, alors c'est toujours être passionné, mais peut-être en tout cas aimer, pas forcément le sujet de la vidéo, parce que moi ça m'est déjà arrivé d'écrire sur des sujets que j'avais pas forcément d'affinité avec, mais plutôt aimer la niche dans laquelle tu es. Si tu n'aimes pas les jeux vidéo et que tu écris que sur des jeux vidéo, ça n'a pas vraiment de sens, je trouve. Moi j'écris sur des jeux vidéo, j'écris sur des animés, j'aime les deux en fait, j'adore les deux, donc... il y a ce truc de aimer la niche dans laquelle t'écris. Ça arrive que dans les jeux vidéo, il y a un jeu vidéo que soit j'ai pas fait, soit que j'aime pas, et je l'écris quand même parce que c'est comme ça. Si j'aimais pas du tout les jeux vidéo, ça aurait été compliqué, je pense. Donc adaptabilité, être passionné d'écriture et être passionné de son sujet, de sa niche. En tout cas, aimer un minimum sa niche, parce que si tu l'aimes pas, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut avoir un portfolio avant de démarcher, ou est-ce que tu penses que ça passe un peu comme toi tu l'as fait avec Combo, c'est-à-dire salut, jamais j'ai rien à te montrer, mais t'inquiète, moi je pense que vraiment c'est important le portfolio pour le coup. Je pense que vraiment, moi je suis un cas, on va dire, à part, comme je disais, je me considère comme étant extrêmement chanceux. C'est-à-dire que j'avais vraiment aucun portfolio, à part le fait que j'étais passionné d'écriture. Et moi vraiment, je suis arrivé dans Combo en disant, écoute, moi je lis des livres, j'essaie, un de mes plus grands rêves, et c'est toujours le cas, ce serait d'écrire un bouquin. Et donc j'ai cette passion de la littérature et cette passion d'écrire, mais j'ai pas ces codes de YouTube. Et Combo, m'a formé, j'avais vraiment zéro portfolio. Et maintenant, un mec qui n'a pas de portfolio, qui veut se lancer maintenant, je pense que c'est trop compliqué, en tout cas si tu vises les gros créateurs, parce que justement le métier a évolué, et du coup il y a des gens qui se sont fait des portfolios, alors qu'avant peut-être que les gens avaient un moins bon portfolio. Donc évidemment
évidemment que c'est mieux si t'en as un. Maintenant, le truc, c'est que quand tu veux commencer, c'est facile de dire, t'as pas de portfolio. C'est facile de dire, il faut un portfolio alors que t'en as pas. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est vraiment ce truc de, moi, de ce que je vois et des rédacteurs qui ont, on va dire, un parcours un peu plus classique, c'est vraiment un truc de gradation. Si tu commences avec des mecs qui ont 10 000, puis 20 000, puis 50 000, puis 100 000, puis 200 000, etc., etc. Et en fait, forcément, un mec qui a 200 000 abonnés, si t'as un portfolio avec des gars de 10 000, il va peut-être se dire, ok, bon, je sais pas trop. Mais par contre, si t'as un portfolio avec un mec qui a 100 000 abonnés, tu vois, il est direct. Moi, je sais que les gens avec qui j'ai bossé par la suite, j'avais très peu de vidéos, hein, malgré tout. Avec Combo, c'est des grosses prods, donc on a très peu de vidéos. Mais Combo, c'est un nom qui est dans le milieu, qui est très réputé, entre guillemets. Donc, j'aurais montré mon portfolio avec 4-5 vidéos seulement, mais qui ont fait plus d'1 million de vues chacune et qui ont été pour Combo. Et évidemment, je crois que j'ai jamais vraiment eu de refus de collaboration, quoi. Je crois. Mais voilà, encore une fois, c'est de par ce truc du début et cette chance, entre guillemets, que je considère, c'est pas un parcours traditionnel, on va dire. Si tu pouvais conseiller un créateur de contenu en tant qu'expert, on va dire, de rédaction de script YouTube, comment est-ce que tu fais un bon hook sur YouTube? Donc hook, c'est peut-être pas le bon mot, mais comment est-ce que tu fais un bon contexte, une bonne accroche? Il faut quand même convaincre le spectateur de rester une fois qu'il a vu les 30 premières secondes, quoi. Comment tu fais ça? Alors, il y a un truc qu'on aime bien faire dans le milieu de storytelling jeux vidéo, c'est parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la vidéo en intro. Et donc, en fait, ça permet justement de hook le spectateur, mais plus de cette manière de pourquoi est-ce que le titre et la miniature c'est ça, et là on parle de ça, tu vois, ça n'a aucun rapport. Et en fait ce truc de faire, alors c'est un exemple parmi d'autres, tu vois, mais dans le storytelling jeu vidéo, il y a plusieurs créateurs qui font ça, de commencer sur un truc qui en fait n'a aucun rapport avec la vidéo et qui en fait va être dans le fond de la vidéo. Et en fait, tu vas le retrouver généralement que dans l'intro et la conclusion. Et en fait, les deux vont se lier et tu vas avoir une sorte de choc mental à la fin où tu vas te dire putain, c'est pour ça qu'il a parlé de ça en intro. Et en fait, tu vas dire waouh, c'est trop bien pensé, tu vois. Et la vérité, c'est que Combo le fait, Haiku le fait. Enfin, voilà, tous les youtubeurs storytelling jeux vidéo aiment bien cette petite gimmick de faire une intro qui n'a rien à voir et ça marche plutôt bien généralement. Maintenant, pour un mec qui se lance, on va dire, qui est ça, je pense que ça marche bien pour les gros créateurs. Pour les petits créateurs, commencer par une intro qui n'a absolument rien à voir avec le spectateur, avec ce que le spectateur veut, je pense que c'est peut-être à double tranchant. C'est un peu un coin flip, quoi, un lancer de pièces, parce que je pense que si le mec il dit ok, il commence, surtout s'il te connaît pas et que tu commences sur un truc qui n'a rien à voir, il va se dire oh flemme et puis tu vois il va skip. Donc en tout cas les gens avec qui j'ai travaillé, on aime bien faire ce genre de petits trucs en intro, c'est pas mal pour hook le mec, quoi. Et comment est-ce que tu gardes ensuite l'attention sur tout un script pour optimiser le watch time du coup des vidéos YouTube? En fait ça passe du coup grâce à ces fameux climax. L'intro commence, il faut évidemment une super intro. On aime bien après l'intro. Peut-être avant la sponsor, généralement la plupart des vidéos que je fais sont sponsorisées, entre l'intro et la sponsor mettre un petit trailer musical du film n'importe quoi, du jeu vidéo dont on va parler, un petit truc un petit truc où tu fais waouh ouais ça a l'air trop bien, ah c'est sur ce jeu là et tout, ok cool. Et ensuite ça passe par, alors évidemment il y a des phases où les gens auront plus tendance à quitter, notamment les mises en contexte qui peuvent parfois, selon les sujets, être un peu ennuyeuses, forcément, mais t'es obligé de le faire parce que sinon les gens comprennent rien. Mais en fait, ça passe à... en fait, il faut que ta vidéo, évidemment, c'est un tapin, mais il faut que ta vidéo soit intéressante sur tout le long du truc. Et c'est pour ça que... Le tapin. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un tapin de dire ça. Mais pour le coup, c'est vrai, ça peut passer donc par des différents climax ou des montages un petit peu épiques, sans voix off, tu sais, avec une musique un peu stylée. Ça dépend ce que tu racontes. Justement, ça peut être... En fait, cette transmission d'émotions, généralement, fait rester le spectateur. Quand quelque chose te transmet des émotions, tu as plus tendance, je trouve, à rester sur le contenu que tu regardes. Si un film, par exemple, te trouve ennuyeux et tu ressens rien dans le film, peut-être tu vas dire, oh, vas-y, au bout d'une heure, c'est bon. Par contre, si t'as pleuré au bout de 30 minutes, ou alors si le film, tu te tapes des barres devant, en fait, tu vas rester, tu vas dire, ok, c'est trop bien comme film. Et donc là, c'est un peu pareil, en fait. Un truc qui te transmet des émotions, un truc qui t'impressionne, qui te fait pleurer, qui, tu vois, avec des bons climax, avec tout ce truc-là, en fait, c'est ce qui fait rester le spectateur, je trouve. Et en fait, ce truc aussi de commencer avec une intro qui n'a rien à voir, je trouve que c'est un truc qui permet de se dire, qui permet de dire au spectateur, ok, pourquoi il a parlé de ça? C'est quoi le rapport avec la vidéo, en fait? Et plus la vidéo avance, plus tu comprends. Et en fait, c'est à la fin, la conclusion, c'est un peu ton climax de l'intro, en fait, au final. T'as un climax vis-à-vis de ta vidéo, mais l'intro est le climax la conclusion est le climax de l'intro, et tu comprends vraiment pourquoi est-ce que t'as parlé de ça en intro. Et donc, ça en fait partie des techniques pour, entre guillemets, garder en haleine un spectateur sur une vidéo. Ton parcours, je pense, répond déjà à la question, mais est-ce qu'on peut devenir scénariste YouTube sans avoir fait d'études littéraires?
oui. En vrai, oui, comme tu dis, mon parcours répond déjà à la question. Maintenant, petite spécificité, alors c'est pas requis je pense, mais en fait, alors moi il faut savoir que... Faut que ce soit compensé par une passion de l'écriture. Par une passion, en fait moi il faut savoir... littéraire un peu. Voilà, en fait il faut savoir que, alors je la modifiais à l'époque, maintenant je trouve que c'est un peu une bénédiction ce qui s'est passé. Ma mère était très stricte sur... les jeux vidéo, le téléphone, etc. J'ai pas eu de smartphone jusqu'à mes 16 ans. Donc à l'époque, j'étais en mode, mais pourquoi tout le monde a son smartphone dans la cour et tout, et moi j'en ai pas. Et en fait, moi quand le soir, mon daron il déboulait dans ma chambre parce que la lumière était allumée, et j'étais pas en train de jouer à la DS ou sur mon téléphone, j'étais en train de lire un bouquin en fait. Et donc j'ai lu, je sais pas, des milliers de romans. Et c'est aussi ça qui m'a donné cette passion de la littérature, cette passion d'écrire. Moi j'aime beaucoup la fantasy, créer des mondes, créer des choses comme ça. Tolkien, je trouve que c'est un des plus grands auteur écrivain voilà, de la planète. J'aime beaucoup ce qu'il a fait, et donc j'ai été passionné d'écriture très tôt parce que j'ai lu beaucoup de livres, passionné d'écriture très tôt parce que j'ai commencé à écrire peut-être c'était pas bon hein, mais à 8-9 ans, voilà, j'ai peut-être comme 10 ans peut-être sur le PC de famille quoi. Et donc moi j'ai pas eu ce truc littéraire, mais j'ai eu ce truc de la passion de l'écriture très tôt en plus, donc je sais pas si les deux ou une des deux est requise. Je pense que c'est un plus en tout cas, ça c'est sûr. Comment est-ce que tu répartis ton temps en tant qu'auteur sur YouTube entre la recherche d'informations, l'écriture même du script, la relecture? Est-ce que tu joues peut-être parfois au jeu, vu que tu es dans la niche du jeu vidéo sur lequel tu écris quand tu le connais pas? C'est quoi un peu les gros posts sur lesquels tu passes du temps quand tu dois écrire une vidéo? Alors moi déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un donc, qui a déjà plusieurs vidéos à écrire en même temps. J'ai ce truc de pouvoir switch entre les vidéos. Si par exemple je suis en train d'écrire une vidéo et que j'arrive plus à réfléchir dessus, ou alors que j'ai passé trop de temps dessus, enfin peu importe, j'ai ce loisir de pouvoir déjà switch entre les scripts, donc ça c'est un bon point. Après en effet, il y a ce truc de jouer aux jeux vidéo, alors bon généralement je l'inclus pas dans mon forfait machin ou quoi évidemment, mais par contre un jeu que je n'ai pas joué ou que je connais vraiment pas du tout, alors déjà je suis transparent avec le créateur, avec ça je dis je n'y ai pas joué, donc est-ce que tu veux que je l'écrive quand même? Généralement on me dit oui quand même parce que voilà. Et évidemment j'essaie de jouer au moins quelques heures au jeu. Je sais pas, c'est arrivé sur la vidéo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories par exemple de combo, jamais touché au jeu, jamais touché à un Yu-Gi-Oh! Même de près ou de loin, je connais juste le dragon bleu aux yeux bleus, et en fait du coup je me suis mis à jouer au jeu, et du coup j'ai compris comment fonctionnaient les cartes, comment fonctionnaient les règles, parce que quand tu dois mettre du contexte sur une vidéo, effectivement si t'as pas joué au jeu, ok avec les recherches ça peut marcher, mais tu t'es plus à même de décrire un truc que tu connais déjà et pas que t'as tiré d'internet. Donc jouer au jeu ça en fait partie si t'as pas joué au jeu. Après, comme je disais, ça dépend de la vidéo. Est-ce que tu passes plus de temps sur les recherches ou sur ton script? Ça dépend. Moi, j'ai pas d'horaire précis. Je travaille au feeling. Et c'est ce truc aussi de liberté que j'adore dans mon travail. Moi, j'ai la chance et la malchance. J'aime pas du tout les trucs très cadrés, les cours et tout. Ça n'a jamais été mon système de fonctionnement. Moi, j'aime bien être libre, travailler de chez moi. Si j'ai pas envie de travailler pendant 2 jours d'affilée, en prévenant les gens, je travaille pas. Et puis après, je rattrape les 2 derniers jours. Tant que je respecte mes deadlines, tout va bien. Et je suis quelqu'un qui aime bien travailler la nuit. Donc des fois, je commence mes journées, il est 22h et je finis à 5h du matin, tu vois. Et donc, pas d'horaire de travail. Je peux switch entre les scripts, on va dire rapidement, si j'arrive pas ou j'ai pas d'idée ou quoi. Et après, je joue au jeu que j'écris généralement, si j'y ai pas joué déjà. Mais du coup, en moyenne, hein, sur une vidéo qui va te prendre 100 heures de travail, tu vas passer combien de temps sur la recherche, combien de temps sur l'écriture? Je pense que c'est dur à dire, ça dépend du sujet. Hein. Ça dépend du sujet, mais sur 100 heures, je dirais peut-être 20 heures avec les premières recherches plus le plan. Peut-être 10 heures de plus pour compléter les recherches par exemple. Après tu vas avoir peut-être 35 heures on va dire pour la V1, donc il restera ça c'est l'écriture, ouais l'écriture pure, donc il te restera 25 heures pour toutes les autres versions, pour les footage etc, pour toutes les annotations montage, pour le fact-checking à peu près, hein, je pense que c'est okay. Ça hein. Voilà. Après si on parle de toutes les versions en même temps, donc V1, V2 et V3 par exemple, s'il y en a une, c'est plus sur 100 heures. En termes d'écriture pure, on est plus à 40, entre 40 et 50 heures pour du storytelling. L'expératif, c'est très différent. Très clair. Tu te vois où dans 5 ou 10 ans? Du coup, je me vois où toujours écrire pour le coup, parce que là, c'est vraiment une passion. Et travailler de sa passion, c'est une chance inouïe en fait d'avoir, c'est vraiment travailler de sa passion, parce que tu n'as pas l'impression de travailler. Moi j'ai pas l'impression de travailler quand je travaille, donc déjà toujours à écrire, peu importe ce que c'est. J'aimerais bien du coup avoir peut-être écrit mon bouquin. J'ai commencé un petit peu à avancer sur le truc, mais j'ai pas trop le temps. Toujours peut-être écrire pour YouTube, et je crois que ça va transitionner vers une des prochaines questions, mais m'intéresser un peu plus au cinéma aussi.
parce que je me considère comme assez cinéphile, donc c'est un truc que j'aimerais bien explorer dans les prochaines années. Ouais, parce que là du coup sur YouTube t'as plein de projets en cours, comme on l'a dit, tu travailles beaucoup sur autant des vidéos storytelling que des let's play narratifs en majorité, mais tu travailles aussi en dehors de YouTube, tu travailles sur un film. J'ai noté un livre aussi qui est en pause, si j'ai bien compris. C'est ça, en fait, disons que... C'est quoi ces deux projets alors? Dis-moi. En fait, disons que mon livre, c'est vraiment mon projet passion. C'est un livre, on va dire, de fantasy, parce que j'aime trop la fantasy, donc je voulais écrire de la fantasy, qui est, on va dire, en pause depuis, on va dire, 1 an, avec 100 pages d'écrites, et tout un world building qui a duré 6 mois de fait. Donc j'ai mon monde, j'ai tous mes personnages, j'ai mon scénario. On y revient un peu au scénario du YouTube c'est important d'avoir le début, mais c'est important d'avoir sa fin, tu sais, ce fameux climax. Par exemple, moi, je connais exactement mon climax de fin, qu'est-ce qui va se passer à la fin de mon livre ou de mes plusieurs livres. Je sais qu'est-ce qui va se passer à la fin de ma saga. Et c'est important. C'est comme pour une vidéo YouTube, en fait, finalement. Tu peux pas commencer à écrire et que t'es pas à la fin, surtout sur un truc si court. Donc ça, c'est un projet qui est en pause, projet passion. Et c'est un projet qui est en pause parce que le travail, c'est plus important. C'est un projet que je fais quand j'ai pas de travail. Et vu qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail, il est en pause, en effet. Et tu travailles aussi sur un film, du coup, avec un producteur, c'est ça? Ouais, en fait, pour le tournage de la fameuse vidéo d'Haiku que j'ai organisée, en fait, j'ai parlé pendant longtemps avec un mec qui est en rapport avec la vidéo, qui est organisateur de festivals depuis 20 ans et qui est aussi producteur. Il fait des films d'animation, des documentaires, etc., notamment qui sont sortis sur Canal et tout ça. Et en fait, c'est vraiment un mec qui est pas trop dans les codes, on va dire. Il est pas là à rechercher sur Internet. Il cherche un scénariste, il cherche un réalisateur, j'en sais rien. Il cherche sur Internet, tu vois. En fait, il m'a cité une phrase de Astier, Alexandre Astier. Il a dit j'ai envie de... Moi, je bosse qu'avec les gens avec qui je pourrais déjeuner, avec qui je pourrais manger, quoi. Et en fait, il est exactement comme ça. C'est-à-dire que on s'est super bien entendu, on a beaucoup parlé pour organiser le tournage. Ensuite, on a eu le tournage. Le tournage s'est super bien passé. On s'est super bien entendu à ce moment-là. Ensuite, on a continué à manger ensemble, à faire des restos, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, OK, lui, il travaille sur des films. Moi, il voyait que mon travail, entre guillemets, était qualitatif. Il s'était renseigné de son côté. Il avait regardé mes vidéos, etc., que j'avais écrit. Et il s'était dit, OK, j'ai envie qu'on bosse ensemble. Est-ce que t'es chaud? Et donc, il m'a proposé plusieurs projets. Donc, il y avait un film d'animation, une série, et une mini-série d'animation et un film. Les 3 premiers étant potentiellement pour des plateformes plus de streaming, et le film, on veut vraiment le pousser au cinéma, en fait. Et c'est quelqu'un qui produit ce genre de trucs, et il a malgré tout beaucoup de contacts chez des réalisateurs, chez des trucs machin. Et donc en fait, il m'a dit viens, on travaille ensemble. Et donc là, du coup, je travaille sur l'écriture d'un film, d'un drame qu'on aimerait qu'il sorte au cinéma, justement. Et donc je travaille actuellement sur le scénario, et ça se passe plutôt bien, on va dire. Voilà. Trop bien. C'est prévu pour quand? Alors c'est compliqué à estimer, surtout quand t'es à ce niveau-là. Maintenant, si je devais prendre les trucs classiques du cinéma, quand t'es idéalement, vous visez quoi? Quand t'es en cours de scénario, en fait, tu vois, t'as le scénario, t'as les retouches, t'as le dépouillement du scénario, t'as le casting, le tournage, le montage, etc. Moi, je pense que... Là, vous allez vendre le projet, vous n'avez pas encore vendu le projet, quoi. Enfin, quand je dis vendu, c'est... en fait, c'est pas vraiment qu'il faut qu'on le vende, c'est qu'il faut trouver un réalisateur. Et en fait, au cinéma, en fait, tu dois te faire financer par des organismes de cinéma. Donc oui, tu le vends. Le projet, c'est pitcher et avoir les... C'est ça, en fait, c'est ça. En fait, il faut préparer un dossier de production avec dedans où tu mets ton pitch, ton synopsis, tes moodboards, tes inspirations musicales, tes inspirations cinématographiques, et la pièce maîtresse du dossier de production qui est le traitement, qui est en gros le synopsis de ton film, mais version... c'est le résumé de ton film en 30 pages, en fait, à peu près, un truc comme ça. Et donc ça, c'est la pièce maîtresse, et ce qui va dire aux organismes de financement, OK, on vous finance, ou OK, on vous finance pas. Et donc, en fait, voilà... on en est à ce stade d'écriture de script maintenant, enfin de scénario, de scénarisation. Maintenant, je pense 2 ans. 2 ans, c'est à peu près les trucs. On n'est pas sûr. Il y a pas c'est un truc dans la vie réelle. Il y a pas de fantasy, il y a pas de truc. Donc, tu vois, il y a pas d'effets spéciaux. Il y a pas de. Je pense pas que le film fasse 5 heures. Enfin, tu vois, genre, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est un film, on va dire classique, drame classique. Donc, je pense pas que ça prenne non plus énormément de temps. Donc peut-être 2 ans. 2 ans si. Après, comme tu le sais, un film ça peut s'arrêter à tout stade. Bien sûr, ouais. Ça peut s'arrêter au scriptage par manque de budget, au casting, machin, ça peut arrêter à tout stade. En tout cas, si le projet est mené à bien, j'ose espérer une sortie d'ici 2 ans, un truc comme ça. Trop bien.
Bah, on peut que te souhaiter ça en tout cas. Merci. Merci beaucoup Edgar, on est arrivé à la fin de ce petit épisode. C'était intéressant. Écoute, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ou te contacter si parmi ceux qui nous regardent, écoute, il y en a qui veulent te joindre. j'ai mes comptes Twitter, j'ai mes comptes machin. De toute façon, tout est public. J'ai même mon site internet. Si tu veux, au pire, je te le donnerai si tu. Donc tu peux le mettre dans la description. Ton Twitter et ton site internet. Oui, voilà, par exemple. Et puis si jamais, bon, je fais, c'est pas vraiment une promo, mais si jamais ça a intéressé un petit peu des gens, ce que j'ai dit, je suis en train de réfléchir à proposer très peu, parce que je veux pas que ça devienne un truc qui empiète trop mon travail, mais une sorte de coaching un petit peu, pas une formation, mais plutôt un coaching personnalisé avec des gens qui aimeraient se lancer dans ce truc-là de rédaction de script, et que je pourrais aider potentiellement à tous les sujets, sur les formats, sur est-ce que si c'est spécifique sur les recherches, spécifique sur l'écriture, tout ça. Donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés, je pense que c'est pas encore lancé, mais d'ici, en tout cas au moment où la vidéo, cet épisode sortira, ce sera normalement lancé. Donc ça, de toute façon, il y a tous mes, ce sera en description, il y a tous mes réseaux, site et le X du coup, enfin Twitter, ouais, si Twitter, c'est là où tu es le plus actif. mon Discord, Voilà. Twitter et le site, globalement, les trucs où je suis plus actif. Parfait. Merci beaucoup Edgar. Mais merci à toi À pour très bientôt, l'invitation. j'espère. Et Ouais. merci encore une fois d'être venu. C'était super. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.